de marcher 30 minutes par jour, en fait, votre cerveau, il réfléchit pas pareil. Votre sommeil, c'est pas le même. Et donc, c'est pas uniquement le fait de construire un capital santé pour demain, ce qui effectivement est la préoccupation numéro 1 de l'assurance maladie, mais c'est aussi le fait d'être au meilleur de vous-même à un temps T. Et c'est pour ça que la prévention, elle a ces deux, il y a ces deux objectifs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Healthier Humanity, un podcast dédié à l'exploration de différentes perspectives pour vivre pleinement et optimiser notre santé, notre bien-être, la comprendre aussi. Je suis votre hôte, Jean-Charles Sémélian, et je suis ravi que vous vous joigniez à moi dans ce voyage. Imaginez un monde où nous vivrions non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé, avec moins de stress et on l'espère plus d'énergie. C'est la vision qui anime ce podcast. Dans chaque épisode, nous parlerons avec des experts renommés dans divers domaines liés à la santé, des chercheurs de classe mondiale, des leaders visionnaires, pour être inspirés et pour mieux comprendre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Marguerite Cazeneuve, qui est une grande spécialiste des affaires sociales, de la santé, des retraites, qui a, à mes yeux, considérablement contribué à la transformation du système français actuel et encore dans le futur. Marguerite est actuellement directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'on appelle la CNAM. Avant, elle a occupé des postes clés au sein des cabinets ministériels et a notamment été conseillère technique à l'Élysée à Matignon, jouant un rôle crucial dans la réforme des retraites et la gestion de la crise du Covid-19. Marguerite, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble les grands défis et les transformations du système de santé français. On va commencer par parler de ton rôle à la CNAM, ainsi que de l'évolution de l'assurance maladie en France. Puis on plongera dans la révolution numérique avec la télésanté et l'utilisation des données. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on aborde des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, la prévention, la lutte contre les inégalités en santé. Et enfin, j'espère qu'on arrivera à se projeter dans l'avenir de notre système de santé. En 2014, 16 mois après avoir intégré le Conseil, tu changes complètement ton plan de carrière et rejoins le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Dans une récente interview, tu as d'ailleurs affirmé que c'était sans doute la décision la plus importante de toute ma carrière. Comment t'est venue cette vocation de travailler dans le public et en particulier dans le domaine de la santé ? Alors, je dois dire que la santé, c'est un peu pour le coup, le hasard, parce qu'il s'avère que je faisais une mission de conseil pour le ministère de la Santé et que, du coup, c'est le ministère de la Santé qui m'a recruté à ce moment-là. Je pense qu'il se serait passé la même chose si j'avais bossé pour le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, enfin, tous les champs de l'action publique m'intéressent. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps depuis étudiante, que je voulais travailler dans le public, mais c'est vrai que j'avais sans doute une vision, un peu... Enfin, je connaissais pas bien l'État et donc j'étais pas sûre d'avoir envie de faire l'ENA, j'étais pas certaine que ce soit nécessaire et ça s'avérait ensuite que j'avais tort sur le fait que il fallait pas passer des concours pour monter dans l'État. Mais finalement, le fait de ne pas le savoir et donc de décider après mon école de commerce de continuer pour faire du conseil, ça m'a plutôt apporté pas mal d'outils qui ont été utiles ensuite. Et donc, je n'ai pas fait l'ENA, donc je ne suis pas haut fonctionnaire. Aujourd'hui, je suis contractuelle de la fonction publique. Mais c'est vrai que en arrivant dans l'État, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que j'imaginais. C'est vrai qu'on vient du privé, les choses sont rapides, on peut changer, monter, progresser. Dans le public, c'est un système qui vraiment, c'est un autre monde. Mais en revanche, c'est vrai que c'est s'occuper du bien public, c'est quelque chose de génial. Et ce qui a surtout d'hyper intéressant et d'hyper stimulant intellectuellement, c'est que en fait, quand on travaille dans l'État ou pour le service public, c'est qu'on se rend compte qu'on a plein d'injonctions contradictoires, plein d'objectifs différents à concilier. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on voit souvent de l'extérieur, l'État, il a quand même pas une super image, l'assurance maladie non plus, dans le sens où on se dit que ce sont des vieilles institutions, là où à côté, il y a plein d'organisations hyper modernes, etc. En fait, il faut vraiment se dire que la Sécu, l'État, etc., ils ont des injonctions très fortes, différentes. Ils doivent concilier plein d'objectifs qui sont très compliqués à concilier. Il faut dépenser moins, il faut investir certaines priorités, mais sans rien jamais pouvoir déprioriser. Il faut
aller chercher l'ensemble des citoyens et pas seulement ceux qui sont convaincus. Donc voilà, il y a plein d'objectifs qui font que c'est hyper intéressant, hyper compliqué aussi. Mais voilà, ça a été, alors quand je suis partie de cabinet de conseil pour aller au ministère de la Santé, tout le monde m'a dit, mais t'es dingue. Mais évidemment, je n'ai jamais regretté mon choix et j'invite tous ceux qui s'intéressent à la politique, au service public, etc., à sauter le pas, parce que honnêtement, c'est vrai que moi, de l'extérieur, je pensais que c'était un monde qui m'était totalement fermé, que c'était impossible, je n'avais pas fait Sciences Po, l'ENA, etc. Et en fait, voilà, c'est possible. Trouver son chemin, mais c'est possible. Faut trouver son chemin, mais c'est possible. Et c'est vraiment un environnement hyper intéressant. Génial. Et est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est des termes que les gens ont sûrement entendus, ils ne sont pas nécessairement savent ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que la CNAM, par exemple? Quelle est sa mission? Quel est son rôle? Et ensuite, nous décrire peut-être ton rôle à la CNAM. Ouais. Alors, c'est une question, c'est bien que tu me la poses, parce que, en fait, je me rends compte que j'ai posé la question à mon équipe. En fait, chacun répond des choses différentes sur c'est quoi l'assurance maladie. Et donc, et à quoi ça sert l'assurance maladie. Et en fait, nous-mêmes, on n'a pas tous les mêmes réponses à cette question. Et donc, c'est là où c'est intéressant. Pour moi, le rôle de l'assurance maladie, c'est d'assurer un égal accès à un système de santé d'excellence pour tous. C'est ça notre objectif, notre principal objectif. Ce qui induit derrière de réduire les inégalités sociales de santé, ce qui implique derrière de réduire les inégalités territoriales de santé, ce qui induit plein de choses. Mais notre valeur ajoutée dans le système, c'est ça. Et au début, ça part du fait de donner accès financièrement aux soins. Donc, en fait, l'assurance maladie, elle couvre des soins. Au début, c'est un assureur. Et donc, historiquement, l'assurance maladie, en fait, c'est une sorte d'usine à prestations qui fonctionne. C'est comme la CAF pour les allocations familiales. Et donc, vous avez des CPAM dans chaque département et donc qui remboursent vos soins, vos arrêts de travail, les professionnels de santé. Donc, ça, c'est une énorme machinerie. Et puis, progressivement, en fait, l'assurance maladie, puisque son rôle, c'est d'assurer un égal accès à un système de santé d'excellence pour tous et de réduire les inégalités d'accès à la santé, en fait, elle n'intervient pas juste en aval sur la délivrance et sur le remboursement. Elle doit se poser la question de savoir ce qu'elle doit rembourser et comment faire en sorte que les gens bénéficient au mieux de l'argent, entre guillemets, dont elles disposent. Donc, c'est là qu'intervient ce que je fais moi à l'assurance maladie, c'est-à-dire la conduite des politiques publiques, à la fois sur la partie accès aux droits, politique de santé publique et de prévention, organisation des soins, c'est-à-dire comment on trouve un médecin, comment est-ce qu'on arrive à trouver un spécialiste, une infirmière à domicile, à l'hôpital. Tout ce qui relève du numérique en santé, on y reviendra parce qu'évidemment, ça a pris une place très importante à la fois en santé publique et en organisation des soins. Et une dernière partie qui relève davantage de ce qu'on connaît de l'assurance maladie, c'est la partie plus assureur-financeur, puisque l'assurance maladie étant un financeur et un assureur, on a évidemment toute une politique qu'on appelle de gestion du risque, que les assureurs connaissent bien. Et donc, c'est de savoir comment est-ce qu'on limite la dépense, notamment la dépense au long cours. Et donc, on est aussi responsable, j'allais dire, de l'enveloppe qui nous est allouée. Chaque année, le Parlement, il vote le plafond de dépenses d'assurance maladie et ensuite charge à l'assurance maladie de faire en sorte de respecter cet objectif qui lui a été donné. Donc, on y arrive parfois, et puis parfois, on n'y arrive pas. C'est vrai que le Covid nous a pas aidé, mais enfin, on sortait quand même de plusieurs années de strict respect de ce qu'on appelle l'ONDAM. C'est l'objectif qui nous est fixé par le Parlement. Et donc là, l'assurance maladie, elle doit proposer des choses, à la fois faire des choses et proposer des choses pour gérer au mieux l'argent public et en fait l'argent pour lequel nos concitoyens et les assurés sociaux ont cotisé. C'est hyper intéressant, ça me réveille beaucoup de questions. La première, tu parlais des injonctions contradictoires, et il y en a une qui est, je sais pas si elle est inhérente à la mission, mais c'est combiner excellence et pour tous, et combattre les inégalités et l'excellence. Comment tu essayes de mener ces deux combats à la fois? Est-ce que tu vois comment tu peux faire l'excellence de pointe pour certains? Comment tu donnes l'excellence pour tous? Alors, en tout cas, d'un point de vue organisationnel, quand je suis arrivée à l'assurance maladie, j'ai créé un département de l'innovation numérique et de la télésanté qui s'occupe vraiment exclusivement de rencontrer les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché en France pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles tendances, etc.
Et ça, en fait, ça nous permet d'alimenter chaque année nos propositions au gouvernement en disant attention, il se passe des choses hyper intéressantes sur la télésanté, il se passe des choses en matière de thérapie médicale, etc. Et donc, en fait, il y a des choses qui arrivent. Nous, l'assurance maladie, en fait, quand on rembourse, on intervient vraiment en aval. Donc, c'est jamais nous qui prenons la décision de ce qu'on va rembourser, mais on a un rôle, j'allais dire, de plaidoyer. Et donc, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en amont. On reçoit beaucoup d'acteurs pour ensuite conseiller le gouvernement, notamment, et travailler avec le gouvernement sur le fait de rendre possible l'accès à certaines technologies. Et de l'autre côté, le gros de mon travail quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a 5% de patients qui ont une affection longue durée, donc une pathologie chronique, qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc, je peux développer des choses super en matière d'IA, mais la vraie vie quand même, c'est qu'à un moment donné, si sur un territoire, vous avez une personne de 70 ans qui a un diabète et qui n'a pas de médecin traitant, on peut développer toutes les technologies qu'on veut et c'est pas quand même sans lien. Évidemment, l'un et l'autre vont s'aider, mais il y a aussi un retour à la vraie vie qui est de se dire comment je réponds au problème un peu concret qui est celui de l'accès à un médecin à proximité. Et donc, c'est un peu ces deux choses-là. Donc, c'est d'arriver à avoir des... Voilà, donc c'est pas les mêmes équipes. C'est des équipes qui se parlent, mais c'est pas les mêmes équipes. Et donc, on essaie à la fois d'intégrer l'innovation et de se dire comment cette innovation elle peut nous aider dans la réflexion, en l'occurrence sur le gros œuvre qui est l'accès aux soins pour tous et l'accès territorial pour tous. Et donc, c'est là où, par exemple, la télésanté ou la téléconsultation peut faire le lien, on y reviendra. Servir les deux, clairement. Et est-ce que tu peux nous donner un peu les grands agrégats et les grands chiffres? Donc, par exemple, c'est quoi l'Ondam? C'est les chiffres, combien vous faites de prestations par an, à la fois peut-être en volume et en euros? Et tu commençais par parler des affections longue durée. Combien ça représente de votre budget pour que les gens comprennent un petit peu, en fait, qu'est-ce que vous remboursez et à quoi ça ressemble, quoi. Alors, l'Ondam, c'est 240 milliards d'euros. Donc, c'est assez gigantesque. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si je prends un tout petit peu de recul, la santé en France, c'est 12% du PIB. Ce qui nous place parmi on est le deuxième, troisième pays du monde en matière de dépenses de santé pour son pays, en termes de PIB. Très loin devant nous, il y a les États-Unis qui sont à 17-18%. Mais alors, eux, ils font des trucs hyper bons d'un point de vue technologique, mais typiquement, ils n'ont pas réussi leur deuxième objectif qui est de rendre l'accès aux soins possible pour tous. Donc, en fait, ils dépensent beaucoup d'argent, mais cet argent, il bénéficie à très peu de monde. Donc, nous, on est à 12% et on est grosso modo entre le Japon et l'Allemagne. Et la spécificité française, c'est qu'on est les dépenses de santé, elles sont solvabilisées par l'assurance maladie à hauteur de 80%. Et que la France est le pays au monde où le reste à charge, c'est-à-dire que le patient doit débourser à la fin, après l'intervention de sa complémentaire santé est le plus faible au monde. Donc 240 milliards d'euros, ça c'est l'Ondam. En fait, chaque année, il est voté par le Parlement. C'est vrai que pendant assez longtemps, il n'y a pas eu beaucoup d'inflation. Et donc, c'était des Ondam historiquement bas, autour de 2%. Ensuite, il y a eu l'explosion du Covid, où là, on a dépensé énormément parce que il a fallu à la fois payer des arrêts de travail, payer des vaccins, payer des tests, etc. Et donc là, on essaie de revenir dans une période un petit peu normale. Après, quel va être l'objectif que le Parlement va nous fixer pour 2025? Ça, on ne le sait pas encore. Donc ça, c'est le gouvernement qui fera une proposition au Parlement. Et à nous, derrière, de voir comment on est tenu de respecter cette dynamique. Mais c'est vrai que la particularité des soins de santé, c'est qu'il y a une partie des dépenses, j'allais dire, qui sont dynamiques par elles-mêmes. Et donc, notamment, Thomas Fatome est intervenu à la rentrée pour parler des arrêts de travail. Parce que ce qu'on voit sur le premier semestre, c'est que la dépense d'arrêt de travail, elle augmente de 8%. 8%, c'est juste considérable. Sur une assiette de 16 milliards d'euros, ça veut dire qu'on a... pour l'année prochaine, 1,3 milliard d'euros en plus qui va être consacré uniquement à ça. Et donc, à 50%, ça s'explique par des raisons démographiques et des raisons liées à l'augmentation des salaires. Et puis, à 50%, on ne sait pas bien l'expliquer. Ce qui ne veut pas dire que c'est de la fraude, que c'est de la triche, etc. Mais ça veut dire qu'il faut que collectivement, on s'interroge, les entreprises, sur le mal-travail et les raisons de l'absentéisme, l'assurance maladie sur...
la manière dont elle accompagne des personnes qui sont en arrêt maladie depuis longtemps et comment elle les amène vers la réinsertion professionnelle, les assurer eux-mêmes, etc. Donc, typiquement ça, quand vous avez une dépense qui est aussi dynamique et qui représente déjà une assiette importante et qui est aussi dynamique, on a une obligation collective, j'allais dire, de se reposer autour de la table avec les parties prenantes et de regarder ce qui se passe pour essayer de comprendre à réduire. Et donc, effectivement, ensuite, vous avez les pathologies chroniques. Donc ça, c'est normal. Et donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, j'allais dire, de l'analyse de nos dépenses de santé, c'est que les pathologies chroniques, c'est ce qui nous coûte le plus cher, et j'allais dire tant mieux. C'est-à-dire que notre système de santé, en fait, ce qui coûte cher, c'est les personnes très malades, et donc en fait, on n'est pas en train de gaspiller notre argent pour des personnes qui ne seraient pas malades. Et donc, on a 3 grandes catégories de pathologies chroniques qui sont assez distinctes. On a tout ce qui relève des cancers. On a ce qui relève des maladies cardiovasculaires et associées. Donc, dedans, on retrouve le diabète, toutes les maladies cardiaques, mais aussi la maladie rénale chronique, la BPCO. Et la dernière grande catégorie, qui est la santé mentale, qui est le deuxième poste de dépense pour l'assurance maladie. Et ça, je pense que pas beaucoup de personnes sont conscientes que c'est la santé mentale le deuxième poste de dépense. Donc, c'est le deuxième poste à hauteur de 26 milliards d'euros. Donc c'est très important et on compte dans la santé mentale à la fois les personnes qui sont atteintes d'une pathologie psychiatrique et puis l'ensemble des personnes qui consomment des psychotropes, des antidépresseurs, etc. Et ça, on a vu une vraie accélération avec le Covid. Et ça, on a vu une vraie accélération avec le Covid et surtout ce qui nous inquiète, et donc c'est la démonstration qu'on a faite cette année, c'est qu'on a une explosion de la consommation des psychotropes chez les jeunes. Donc, pour nous, les jeunes, c'est 12-25 ans. Et donc, sur les 12-25 ans, on a quasiment 144 000 jeunes, ados et jeunes en plus, qui consomment des psychotropes, ce qui fait qu'on a quasiment 1 million de 12-25 ans en France qui, aujourd'hui, consomment des psychotropes. Donc, on a augmenté de presque 18% par rapport à 2020, le nombre d'ados et de jeunes qui consomment des psychotropes, donc c'est énorme. Après, ce que ça veut dire derrière, nous, on n'est pas allé jusqu'à l'interprétation. Et c'est là où on est humble, c'est-à-dire que nous, notre job, j'allais dire, sur la mise à disposition des données, c'est de faire connaître ces données. Et ensuite, c'est notre recommandation, charge, j'allais dire, aux scientifiques et puis aux acteurs de se mettre autour de la table. Est-ce que c'est parce qu'on dépiste mieux ? Est-ce que c'est parce que les médecins sont mieux informés, etc. Ou est-ce qu'il y a une augmentation des signes dépressifs chez les jeunes? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on se garde bien d'apporter des réponses. Mais ce qui est clair, c'est que sur la santé mentale, SPF a conduit par ailleurs une étude qui est une étude qui fait quand même un peu froid dans le dos, qu'elle a rendu publique et qui montre que, selon laquelle 24% des lycéens déclarent avoir eu une pensée suicidaire dans l'année, 13 avoir déjà fait une tentative de suicide dans leur vie et 3% d'avoir été hospitalisés pour cette tentative de suicide. Donc, les chiffres sont vertigineux. Donc les chiffres sont vertigineux, c'est des chiffres de Santé publique France, donc c'est des chiffres très solides. Et nous, voilà, de notre côté, on apporte notre lot de chiffres qui est la consommation médicamenteuse. Et je pense qu'il y a, et c'est d'ailleurs maintenant la priorité du gouvernement, ça a été annoncé comme grande cause nationale, mais c'est vrai que la santé mentale, c'est quelque chose que tous les acteurs du monde de la santé voient émerger de manière assez claire et assez nette comme étant un problème qui s'est accéléré, en tout cas depuis la crise Covid. C'est en effet un sujet qui est extrêmement important, dont les tendances sont encore à comprendre, comme tu le dis. Et c'est ça qui est très clé, en tout cas pour le futur de la santé des jeunes et des moins jeunes. On a eu quelques discussions très intéressantes là-dessus sur le podcast. J'aimerais bien revenir sur la partie, encore une fois, négociation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte un budget qui est donné par le Parlement, mais sur lequel vous avez pas vraiment de contrôle. Donc vous pouvez donner des recommandations sur quel est le bon budget, ou ça vous tombe un peu dessus? Comment vous gérez un peu cette... Alors c'est intéressant, en fait, c'est le ministère qui établit ce qu'on appelle un tendanciel. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, si on fait rien, voilà les dépenses, voilà ce à quoi on va arriver l'année prochaine, compte tenu de l'évolution de la population,
Donc, on a des super économistes qui font des projections. Et donc, une partie des économistes, ils sont chez nous. Et donc, sur une partie des dépenses de ville, nous, on contribue à créer ces projections. Donc, ces projections, elles peuvent nous amener à une progression des dépenses de santé assez élevée. Et là-dessus, ensuite, c'est le politique qui reprend la main. D'abord le gouvernement, puis le Parlement, qui disent ça, c'est le tendanciel. Mais en fait, nous, on veut ramener ce tendanciel qui peut être à, 4-5%. En fait, ça va être 3%, ça va être 2%. Et donc, le différentiel entre la dynamique naturelle des dépenses et en fait votre objectif, c'est ça qu'il va falloir réaliser. Ensuite, dans la manière de réaliser, entre guillemets, ces économies, il y a plusieurs dispositifs. Il y a des choses qui relèvent vraiment proprement de l'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée. La maîtrise médicalisée, c'est faire en sorte que les soins soient correctement utilisés. Le fait que vous n'alliez pas faire 3 fois une radio qui est inutile, le fait que quand vous êtes un médecin, vous respectiez la recommandation de la Haute Autorité de Santé qui dit que tel acte qui coûte 10 fois moins cher que tel autre doit être priorisé. C'est le fait aussi d'inciter à aller vers des traitements médicamenteux qui sont moins chers, notamment les génériques, les biosimilaires, dès lors que c'est possible. Les produits aujourd'hui pour lesquels il existe un biosimilaire 30% moins cher, ça représente quand même l'essentiel. C'est une enveloppe extrêmement importante. Donc en fait, nous, on a plein de leviers, assurance maladie, de sensibilisation à la fois des assurés et des prescripteurs. Et puis, comme on l'a vu aussi sur les arrêts de travail, des employeurs aussi. Ça, c'est assez nouveau. Mais sur les arrêts de travail, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'assez récent. Mais on va voir une entreprise. Par exemple, vous avez 2 hypermarchés qui sont à côté dans la même zone industrielle. Ils ont donc exactement le même cadre. Et puis, il y en a un qui a 25% de taux d'absentéisme en plus. En fait, on va le voir en lui disant, vous savez quoi, vous êtes très atypique par rapport aux autres hypermarchés. Et en fait, souvent, le patron ne s'en rend pas compte, ne le sait pas. Mais le fait est que, en fait, il y a sans doute un problème de mal-travail, ou en tout cas de management, qui fait que, quelque part, il y a un chef de rayon, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans l'organisation et qui fait que ça induit des arrêts de travail beaucoup plus importants pour nous. Après, c'est vrai que l'essentiel de nos actions, elles portent plutôt sur les assurés, sur la sensibilisation et beaucoup sur les professionnels de santé. Donc, on a à la fois l'information, on a aussi ce qu'on appelle l'outil conventionnel, c'est-à-dire que nous, on passe des contrats avec les professionnels de santé libéraux et dans ces contrats, on met un certain nombre de clauses qui visent à améliorer globalement la pertinence et la qualité de notre système de santé. Donc, on y reviendra si Dieu veut. Et effectivement, ensuite, il y a une partie des choses que nous, on ne peut pas faire parce que ce n'est pas du niveau de l'assurance maladie, mais sur lesquelles l'État peut intervenir. Ça, c'est le niveau réglementaire. Et il y a un niveau encore au-dessus qui est le niveau législatif. Et donc là, on fait des recommandations chaque année dans le cadre de Chargé Produit, donc qui est notre rapport annuel. On fait des propositions, donc on publie des analyses et on fait des propositions au gouvernement sur des mesures à la fois réglementaires et législatives que nous-mêmes ne pouvons pas prendre, mais qui viennent éclairer la décision du législateur ou de l'État le cas échéant. Donc certaines sont suivies, certaines ne sont pas suivies, mais quand elles sont suivies, du coup, on les accompagne puisqu'on les a étudiées préalablement. C'est hyper intéressant et je suis vraiment content qu'on aille profondément sur ces mécanismes-là parce que je pense que personne ne les connaît, les gens ne comprennent pas quelles sont les différentes contraintes et tensions. Tu parlais de la nouvelle convention médicale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, qu'est-ce qui a été discuté? Et ça revient aussi, et dans un deuxième temps aussi on sait qu'il y a eu aussi récemment une augmentation des honoraires de consultation qui vont être portés à 30 € par exemple. Et donc d'un côté, on vous demande de réduire face au tendanciel. En parallèle, vous augmentez les tarifs des consultations sont augmentés pour des très bonnes raisons. Comment on gère cette contrainte? Comment vous gérez ces négociations? Enfin, c'est hyper intéressant. Alors, le principe de la négociation entre l'assurance maladie et plus généralement en fait, entre les partenaires sociaux, c'est un truc qui existait beaucoup avant, qui existe moins aujourd'hui. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle historiquement la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'avant, en fait, il y a beaucoup de choses qui passaient par contrat. Et où en fait on avait sur l'assurance chômage, alors maintenant l'État a la possibilité d'intervenir si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, mais au départ l'idée c'est que vous avez les syndicats des salariés, les syndicats, les représentants du patronat, et ils sont censés se mettre d'accord sur l'assurance chômage. Et en fait l'État n'intervient pas ou n'intervient qu'en dernier recours. Et en fait ça c'est toute une couche qui est contractuelle, qui se passe entre les acteurs
et l'assurance maladie qui est historiquement qui a un statut particulier. La sécurité sociale, elle a en tout cas ce fonctionnement paritaire. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que ce sont les partenaires sociaux qui représentent les assurés sociaux qui vont négocier avec d'autres acteurs qui sont des acteurs privés, en l'occurrence les professionnels de santé libéraux, et ils vont essayer de se mettre d'accord et de signer un contrat. Donc au départ, c'est ça, c'est le fait de signer un contrat entre deux acteurs, mais qui n'est pas l'État. Donc la manière dont ça se passe, c'est que l'État nous dit vous avez telle enveloppe pour aller négocier avec telle profession. Par ailleurs, il y a souvent une lettre de cadrage où le ministre nous dit il faut que ça améliore l'accès aux soins, etc. Donc il nous donne quelques consignes, mais ensuite c'est l'assurance maladie en tant qu'acteur qui doit contractualiser avec les médecins. Pourquoi c'est les médecins et autres professionnels libéraux? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, en France, c'est un système qui est assez particulier. Par exemple, quand vous regardez en Angleterre, le NHS, c'est totalement public. Le système de professionnels libéraux, c'est un truc très français. Mais en fait, un professionnel libéral, c'est un travailleur indépendant. Donc, en fait, il est lui-même sa propre entreprise. Et donc, il s'installe à son compte. Et d'une certaine manière, lui, il considère, et ce qui est tout à fait normal, que à partir du moment où il a eu son diplôme, il est reconnu par l'ordre, etc., il peut faire de la médecine, ce qui est tout à fait juste. Nous, assurance maladie, pour que les assurés sociaux puissent avoir accès à sa consultation, on dit nous, on va rembourser la consultation. Donc, on va assurer la personne pour qu'elle puisse avoir accès à la consultation. Et pour que ce soit possible, comme nous, on n'a pas non plus une enveloppe infinie et que derrière, c'est quand même les cotisations des gens, il faut qu'on se mette d'accord sur le tarif de la consultation. Et donc, il y a des médecins qui sont très très rares, qui se sont ce qu'on appelle déconventionnés, qui ne sont pas conventionnés avec l'assurance maladie, qui disent en fait moi j'ai pas envie de rentrer dans ce système solidaire qu'est la sécurité sociale. Donc moi je fais des consultations à 200 €, je fais vous faites de la médecine esthétique, vous n'êtes pas conventionné avec l'assurance maladie, mais l'essentiel à 95% des médecins libéraux sont conventionnés avec l'assurance maladie, et donc c'est un contrat entre des travailleurs indépendants et l'assurance maladie pour savoir en fait à quel montant est-ce qu'on rembourse leur pratique et à quelles conditions. Et c'est intéressant de remettre ce terme de contrat parce que c'est vrai que j'ai souvent interpellé par des médecins, par des infirmiers, etc., qui disent mais oui, vous nous prenez pour vos salariés, vous attendez, etc. En fait, non. En fait, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'on est chacun d'un côté et de l'autre de la table. Chacun pose ses conditions. Si on ne se met pas d'accord, on ne se met pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. La première fois, on ne s'est pas mis d'accord. Mais à partir du moment où on se met d'accord, l'un et l'autre, on doit respecter les termes du contrat. Et on fait ça avec toutes les professions libérales. Il y en a une dizaine. Et donc, c'est 10 contrats qui sont négociés en parallèle. Et qu'est-ce qui se passe si un contrat n'est pas signé, par exemple? Alors, sur les médecins, on n'a pas réussi à se mettre d'accord la première fois. Et donc, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle un règlement arbitral. C'est-à-dire que c'est un arbitre qui a été désigné en amont. Et cet arbitre-là, il prend grosso modo les mesures minimales en disant ça doit s'appliquer, c'est ça qui va s'appliquer en attendant. C'est une sorte de contrat à minima qui va s'appliquer pendant 5 ans, mais vous avez l'obligation de vous remettre autour de la table dans les 2 ans. Nous, on n'a pas attendu 2 ans puisque le ministre nous a demandé 9 mois après l'échec de nous remettre autour de la table. Et on a bien fait parce qu'on a fini par y arriver. Et pourquoi c'est hyper important ? C'est parce que là, aujourd'hui, le fait d'avoir signé avec les médecins libéraux, c'est-à-dire qu'on a un contrat qui nous lie et qui nous lie pendant 5 ans. 5 ans la durée. Voilà. Okay. Et donc, dans un contexte institutionnel qui, par ailleurs, bouge beaucoup, etc., en fait, et c'est l'intérêt quand même de la démocratie sociale, d'une certaine manière, c'est que il y a le législateur et l'État, mais il y a aussi les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires, on peut, tous les syndicats, les associations, etc., appartiennent à ces corps intermédiaires. Et nous, Assurance Maladie, on est un interlocuteur de ces corps intermédiaires. Et donc, en fait, on a cette couche entre les citoyens et le pouvoir qui permet aussi de garantir une forme de stabilité institutionnelle. Et en l'occurrence, c'est vrai pour la médecine de ville. C'est hyper intéressant. Et tu parlais beaucoup de médecine de ville. Quel est votre rôle et comment vous interagissez avec les hôpitaux, par exemple? Alors, l'assurance maladie, elle n'est pas... honnêtement, elle a un rôle qui est relativement limité par rapport à l'hospitalisation publique, qui est vraiment un domaine réservé du ministère de la Santé. Nous, on intervient essentiellement en fait, on intervient beaucoup sur les interactions avec la ville, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les patients ne soient pas hospitalisés,
et comment on fait en sorte que les patients, une fois qu'ils sont hospitalisés, ils soient correctement pris en charge. Après, il y avait historiquement ce qu'on appelait les contrôles T2A, donc les contrôles à la juste facturation par les établissements de santé des tarifs de l'assurance maladie. Ça a été stoppé pendant le Covid. On va y revenir progressivement. Mais c'est vrai que nous, en fait, il faut se rendre compte que l'hôpital, notamment l'hôpital public, on est vraiment dans des soins qui sont des soins très lourds. Les passages aux urgences, c'est 40 000 par jour. Là, vous avez 1 million de consultations de médecins. Et donc, c'est vraiment le sommet de la pyramide. Donc, nous, notre job, c'est essentiellement d'assurer que le reste de la pyramide tienne, justement pour que l'hôpital, entre guillemets, ne soit pas submergé de gens qui arrivent aux urgences parce qu'ils n'ont pas eu à la fois le bon parcours de prévention, le bon médecin au bon moment. Et finalement, quand ils arrivent aux urgences, soit c'est pas utile et donc ils engorgent les urgences pour rien, soit ils arrivent aux urgences dans un état extrêmement grave qui aurait pu être évité si nous, j'allais dire acteurs des soins primaires, on avait fait correctement notre travail. Donc, sur la partie assurance, on couvre évidemment la partie les soins des personnes qui vont à l'hôpital, mais sur la partie politique publique, c'est vrai que nous, on intervient essentiellement en amont et en aval. Merci beaucoup pour la clarification. Et si on revient justement à cette dernière convention et par exemple à l'augmentation des honoraires de consultation à 30 €, comment une décision comme ça se prend ? Vous, avec quels arguments vous arrivez ? Quels sont les arguments qui sont en face de ce que tu peux partager, bien sûr ? Ouais, non, bien sûr. En fait, on a traversé une période d'inflation que tous les acteurs ont connue. Et en fait, c'est là où c'est le système conventionnel, d'une certaine manière, est devenu un peu compliqué. C'est que quand vous êtes un travailleur indépendant, quand vous êtes une boîte, quand vous vous retrouvez avec de l'inflation, vous avez la possibilité de répercuter sur vos prix ce que vous êtes pris en inflation, en tout cas une partie. En fait, les professionnels de santé qui sont conventionnés avec l'assurance maladie en secteur 1, eux, ils prennent l'inflation, mais ils n'ont pas le droit de bouger leurs tarifs. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec des professionnels de santé qui n'avaient pas la possibilité de répercuter dans leurs tarifs, mais il y avait les médecins de secteur 1, mais c'est vrai pour les infirmiers libéraux, c'est vrai pour les orthophonistes, c'est vrai pour les sages-femmes, etc. Et donc, on a eu, nous, une très grosse pression au moment de l'inflation pour, en fait, que ces professions-là ne se cassent pas la figure d'un point de vue économique. Donc ça, c'était un peu le contexte. La deuxième chose, c'est que les médecins libéraux considéraient que 30 € représentaient le différentiel d'inflation. Nous, on n'était pas totalement d'accord, puisque en fait, l'inflation, comme tu le sais, chaque acteur l'absorbe un peu. Je veux dire, y compris le consommateur final. Tout le monde s'est serré un peu la ceinture. Personne n'a entièrement vu passer la période inflationniste sans y perdre un peu d'argent. Donc, le consommateur final, il a payé un peu plus cher sa baguette de pain. Le boulanger, il a fait un peu moins de marge, etc. Donc, tout le monde a pris, d'une certaine manière, a absorbé une partie de l'inflation. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux médecins pour leur dire que le côté rattrapage de l'inflation, il était légitime, mais que quand même, il ne fallait pas exagérer. Et après, le vrai sujet sur lequel on s'est mis d'accord, c'est que, en fait, on a besoin de médecins et on a besoin de médecins généralistes. Et on a besoin de médecins généralistes qui font de la médecine traitante. Et donc, c'était leur grande demande, c'était d'avoir un choc d'attractivité. Et donc ça, on ne l'avait pas mis comme priorité lors de la première négociation. Mais comme c'était la chose la plus importante pour les médecins, on l'a mis comme priorité de la deuxième négociation. Et on a dit, ce 30 €, là où la première fois on l'avait conditionné à un certain nombre d'actions, on a dit, il est inconditionnel. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'il soit mis sur la table de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il soit vrai pour toute consultation de tout médecin. Il est inconditionnel. En revanche, il y aura un accord sur tout ou un accord sur rien. C'est-à-dire que nous, dans la convention médicale, il y a 4 piliers. Il y a l'attractivité, donc la consultation à 30 €, mais il y a aussi l'accès aux soins, il y a la pertinence à la qualité des soins et il y a les nouveaux modèles de rémunération. Et donc, ça ne veut pas dire tout ou rien, mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur chacun des 4 packages pour pouvoir signer l'ensemble. Et donc, le premier package, c'est 30 €, entre guillemets, dont acte. Et c'était énorme, parce que c'était quand même 700 millions d'euros pour les seuls médecins généralistes. Donc, faut voir ce que c'est. La convention, à la fin, elle a coûté 1,6 milliard d'euros à l'assurance maladie. C'est beaucoup d'argent. Mais nous, on a considéré, ça a été une de nos actions, c'est de convaincre le gouvernement que ça valait le coup
de réinvestir dans la médecine de ville parce qu'on avait besoin d'attirer des médecins généralistes et on avait besoin que des médecins généralistes s'installent comme médecins traitants et prennent des patients comme médecins traitants. Donc, les médecins généralistes, si vous les interviewez, ils vont vous dire 30 €, c'est juste un rattrapage, c'est rien, c'est pas un choc d'attractivité, etc. Bon, la réalité, c'est que ça représente quand même une hausse de leur rémunération annuelle qui est importante. Et qui, on l'espère, va être de nature à faciliter l'installation des médecins traitants. Et j'allais dire, de toute façon, on n'avait pas plus. Donc, on est allé au max de ce qu'on pouvait faire. Et donc, c'est là où se joue après l'équilibre de la négo. C'est que il y avait le 30 €. Donc, on a, nous, essayé de travailler surtout sur ce qu'étaient les autres axes et ce qu'on pouvait, entre guillemets, obtenir en retour, qui soit consensuel en matière d'accès aux soins et de pertinence et de qualité des soins. Et justement, sur ces autres sujets prioritaires, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelles sont les ambitions, comment vous essayez en ce moment de réformer le système de santé? Qu'est-ce qui est important pour que notre système de santé soit soutenable, continue à innover, continue à servir mieux tout le monde? Alors, sur la partie, donc, on a un axe pertinence et qualité des soins. Donc ça, il y avait déjà eu une convention en 2006 qui mettait des objectifs. Là, j'avoue, on y allait avec un programme très ambitieux, avec 15 programmes. 15 programmes sur la qualité et la pertinence des soins, avec un objectif qui est de réduire l'antibiorésistance et donc de réduire la consommation d'antibiotiques. On est 25% plus haut que tous les pays européens. À un moment donné, il n'y a pas de raison qu'on soit aussi mauvais. Donc ça, c'est à la main. Alors, on peut nous aider, les pharmaciens peuvent aider, etc. Mais il faut quand même que les médecins prennent conscience de ça. Donc, on peut les outiller. Et il n'y a pas de raison qu'on consomme autant d'antibiotiques. On a les 2 molécules qui coûtent le plus cher à l'assurance maladie. C'est 2 molécules qui sont prescrites par des ophtalmologues sur la DMLA, pour lesquelles il existe des biosimilaires 30% moins chers. Donc ça fait partie des engagements que de dire qu'on va essayer de prescrire le médicament qui est le moins cher. On a une partie c'est des exemples, mais pareil, sur les arrêts de travail, le fait de se dire qu'on va essayer de limiter quand même l'augmentation du volume de jours d'arrêt de travail, etc. Donc, on a 15 programmes et le dernier programme, on en reparlera plus tard, il est sur le parcours et la prévention des pathologies chroniques, et donc à la fois les pathologies cardiovasculaires et associées et la partie cancer, qui est évidemment un point très important. Et nous, dans l'outillage, ce qui est un peu la grosse nouveauté. Alors, ça va peut-être que pour les auditeurs, vous allez vous dire, mais en fait, c'est nul. C'est pas du tout moderne, mais en fait, c'est hyper compliqué pour nous à faire. Et donc, c'est une forme de petite révolution. En fait, il faut imaginer aujourd'hui qu'un médecin, en fait, il n'a pas connaissance de ce que son patient consomme dans le système de santé. Et donc, il peut lui prescrire des médicaments, des examens, des tests, etc. En fait, il peut recevoir des comptes rendus, mais il n'a pas de vision consolidée. Et nous, à partir de 2026, on va pouvoir lui restituer un tableau de bord où on a sélectionné une quinzaine d'indicateurs qui sont essentiellement des indicateurs de prévention, mais sur lesquels on a des données qui sont des données hyper fiables. Donc, c'est vaccination, dépistage des pathologies chroniques, dépistage des cancers. Et donc, on pourra restituer, j'allais dire en temps réel, on va essayer de l'actualiser 1 fois par mois. Chaque médecin traitant, il aura pour tous ses patients exactement là où en sont ces patients, s'ils sont éligibles et s'ils ont réalisé leur dépistage, leur vaccin, etc. Et donc, c'est une manière aussi de les aider à parvenir à arriver à leur objectif. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, nous, on n'en sait rien, en fait, si notre patient, il est vacciné, pas vacciné, parce qu'en fait, il peut être vacciné par le pharmacien, etc. Donc, on a dit, don't act. On va construire cette visibilité-là pour vous et ce tableau de bord pour vous. Et honnêtement, je pense que c'est un outil hyper puissant qu'on pourra étendre après. C'est hyper compliqué à faire parce que ça demande d'aller chercher de la donnée. Des sortes de violet qui sont très divers, c'est pas très consolidé. Ouais, donc là, on a des équipes de champions qui sont dessus. Mais l'objectif, c'est de donner à voir au médecin traitant la situation de son patient. Alors, pour l'instant, c'est sur 15 indicateurs sur la base de nos données, mais à la fin, on pourra le faire sur beaucoup plus d'indicateurs, donc d'outiller le médecin. Et ça, c'est notre contrepartie, c'est de dire, on t'aide à savoir où est-ce que tu en es aussi dans le parcours de prévention de tes patients, et on pourra le faire en fait sur plein d'autres choses, sur la consommation d'antibiotiques. Enfin, on peut imaginer ensuite derrière le déployer à grande échelle. Génial, ça va être transformant ça. Donc ça, je pense que ça va être hyper transformant. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup entre guillemets, d'atypies de comportement, de prescriptions, etc., qui sont liées au manque de connaissances. Je veux dire, c'est hyper compliqué pour un médecin de se tenir à jour des recommandations de la Haute Autorité de Santé, de savoir comment il se situe par rapport
aux autres prescripteurs, etc. Et donc, par ailleurs, il y a des choses qu'on va remettre en place, notamment les groupes qualité, où en fait des médecins peuvent échanger sur des temps qui sont remboursés par la sécurité sociale, l'assurance maladie, où ils peuvent échanger sur leurs pratiques. Donc, en fait, le fait, ne serait-ce que l'information, le fait de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la moyenne, par rapport aux médecins qui ont à peu près le même exercice que nous, en fait, rien que ça, c'est un nudge qui est hyper puissant. Ça peut prendre d'hyper bonnes décisions dans le temps. Mais en effet, c'est des gros investissements dont l'impact quantifiable est très dur à mesurer et à estimer. Donc, on doit parier un peu sur le futur qu'on va créer sur des intuitions fortes. Ouais, alors après, c'est là où on a un peu innové aussi, c'est qu'on a dit, en fait, c'est des objectifs qui sont partagés. C'est pas que des objectifs qu'on vous fixe, c'est des objectifs qu'on se fixe, vous et nous. Donc, par exemple, sur la réduction du nombre de jours d'arrêt de travail, on a dit, il y a une partie qui est chez vous. Il y a une partie chez vous parce que, honnêtement, il y a des prescripteurs qui sont atypiques, mais il y a aussi une partie qui est chez nous. En fait, comment se fait-il qu'un patient qui est en arrêt maladie depuis 18 mois sur un motif qu'on ne connaît pas, en fait, l'assurance maladie ne l'est pas encore contactée, c'est pas normal. Et donc là, l'assurance maladie, elle a pris des engagements, notamment de contacter les assurés pour vérifier qu'ils ne sont pas en désinsertion professionnelle, de renforcer ses contrôles auprès des entreprises. Donc on a, en fait, pour chacun des objectifs, on a dit, il y a une partie du job qui est chez vous et une partie du job qui est chez nous, et on a un peu distribué les outils. Voilà. Dernière question sur cette partie un peu contractuelle. Qu'est-ce qui se passe si une des parties ne tient pas sa partie de l'accord ? Alors, c'est une question qui a été beaucoup évoquée. Il n'y a pas de sanctions individuelles. On a dit que c'est des objectifs qui sont partagés. Mais par exemple, sur la partie accès aux soins, on a 10 objectifs partagés. Le fait de réduire le nombre de patients en ALD sans médecin traitant, le fait d'augmenter la file, la patientèle médecin traitant moyenne, etc. Donc, on a 10 objectifs comme ça. Et en fait, ces objectifs, on va les rendre publics à côté du premier trimestre 2025, et donc ils seront mis en data visualisation, ce qu'on a commencé à faire avec certaines données. Et donc en fait, vous pourrez voir département par département, grosso modo, quel est le nombre de patients sans médecin traitant, quel est donc on a des objectifs. Alors il y a des choses qui sont plus difficiles à calculer, notamment le temps d'attente pour un spécialiste, ça c'est plus compliqué, mais quelle est la file active moyenne, le nombre de jours travaillés, etc. Et donc tout ça, en fait, on va le rendre public. Et d'une certaine manière, on sera comptable, et la communauté médicale et nous, des résultats qui seront affichés et qui seront actualisés régulièrement avec ce qu'on a mis comme objectif. Et là où on en est par rapport aux objectifs, c'est ce qu'on a écrit, si jamais on n'arrive pas à atteindre les objectifs, il faut qu'on se remette autour de la table pour réfléchir à de nouveaux outils. Donc c'est plus une obligation, j'allais dire, là, par rapport aux citoyens. Mais en fait, le fait de rendre public ces obligations et là où on en est, c'est aussi miser sur ce système de connaissance et de publication de la donnée pour faire bouger les comportements. J'aime beaucoup cette pratique. C'est une valeur qu'on a beaucoup chez Alan, sur donner accès aux outils et à l'information pour que les gens puissent prendre des meilleures décisions. J'aimerais bien parler un peu aussi maintenant de télésanté, de la révolution de la télésanté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta définition de la télésanté, de la télésurveillance ? Alors, c'est une hyper bonne question, puisque nous-mêmes, on se l'est posé. Donc, on a posé au GIE Cézanne Vital. On a dit, bon, en fait, il y a un truc, quand on a créé le fameux département de la télésanté et de l'innovation numérique, on a dit, bon, en fait, c'est quoi le numérique, quoi ? Nous, il y a les outils qu'on produisait jusqu'à présent, mais c'est quoi, en fait, les produits numériques du système de santé ? Et donc, ils ont fait une super cartographie où il y a 12 grandes catégories et 38 sous-catégories, je crois. Et donc, la télésanté, c'est une des 12 catégories. Donc, pour dire qu'en fait, il y a plein d'autres trucs aussi. Et donc, nous, dans la télésanté, on range 3 choses. On range la téléconsultation. Donc, la téléconsultation, je pense que chacun voit ce que c'est. La télésurveillance. Donc, la télésurveillance, c'est le fait, entre guillemets, d'être surveillé à distance par une équipe de professionnels de santé qui peut vérifier vos constantes de manière régulière. Et on a la téléexpertise. La téléexpertise étant la possibilité pour un professionnel de santé de faire appel à un deuxième professionnel de santé pour améliorer sa réponse au patient sans avoir besoin de renvoyer le patient vers le spécialiste ou vers l'autre professionnel de santé. Donc ça, c'est le champ qu'on appelle nous aujourd'hui télésanté, et c'est le premier champ sur lequel on a décidé d'intervenir d'intervenir avec le ministère de la Santé en tant que régulateur.
Pourquoi ? Parce que en fait, c'est le champ qui s'est développé le plus vite. C'est vrai que dans le numérique en santé, vous avez plein de choses qui existent, mais c'est vrai que c'est celui qui est le plus utilisé. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec le numérique en santé, je vais zoomer après sur la télésanté, c'est que, en fait, jusqu'à présent, quand un produit de santé était mis sur le marché, pour être mis sur le marché un produit de santé, en fait, il devait d'abord passer un certain nombre d'étapes. Le marquage CE, l'autorisation de la Haute Autorité de Santé, etc. Donc, en fait, avant d'arriver sur le marché, il était déjà contrôlé par plein de personnes. En fait, le numérique, c'est le contraire de ça. Le numérique, c'est sur votre smartphone. Donc, en fait, s'il y a un mec qui crée un site internet en disant « Salut, je fais de la consultation », en fait, le produit, il est déjà sur le marché. Et donc, c'est la première fois que le système de santé, il se retrouve dans une situation où, en fait, il ne peut pas mettre de barrière à l'entrée. Et donc, il est obligé de se poser la question, de mettre d'une certaine manière, de réfléchir autrement, c'est-à-dire de labelliser. Qu'est-ce que je contrôle ? Qu'est-ce que je contrôle exactement ? Est-ce que je peux interdire ? Et puis, comment est-ce que je fais monter des acteurs en les crédibilisant, ceux qui respectent correctement les règles ? Et donc, pour la télésanté, de manière générale, on a démarré par la téléconsultation, mais on va le faire sur les 3 grands champs de la télésanté. On a imposé, c'est d'abord la loi qui l'a exigé, que ces sociétés-là, elles passent un agrément, donc elles soient agréées par l'État. Et en fait, dans cet agrément, il y a plein de conditions. Des conditions qui sont des conditions de respect des données de santé. On ne fait pas n'importe quoi avec vos données de santé. On est sûr que derrière, c'est un vrai médecin. Ce qu'on raconte, c'est conforme à ce que dit la Haute Autorité de Santé. Par ailleurs, on respecte la convention médicale. Donc, en fait, c'est le fait de s'inscrire dans un cadre. Alors, c'est un cadre qui est extrêmement exigeant. Et pour les sociétés de téléconsultation aujourd'hui, elles tirent un peu la langue en disant « Mais c'est un pas énorme que vous nous demandez de faire. » Et en même temps, c'est ça qui fait à la fin qu'on aura des acteurs qui sont des acteurs solides, sécurisé pour les patients et qui permettra aussi de permettre aux patients et aux professionnels de santé de faire la différence entre des acteurs qui se sont vraiment professionnalisés et des acteurs qui, en fait, peuvent vous proposer tout et n'importe quoi sans que ce soit validé. Et donc, c'est difficile pour les acteurs de la téléconsultation, de la télésanté, de la téléexpertise de s'engager dans cette révolution qui va leur demander de franchir des caps de technologie assez rapide en très peu de temps. Et en même temps, je suis vraiment convaincue que la montée en qualité du marché, à la fin, elle est bonne et pour les acteurs, et pour les patients, et pour les professionnels, et pour tout le monde, et qu'elle va permettre de dire, là où tout le monde dit, la téléconsultation, on voit bien, elle est très attaquée. Certains disent, mais en fait, vous voyez bien qu'on peut mettre n'importe qui derrière. Ça se trouve, c'est un mec qui est à l'autre bout du monde, on ne sait même pas s'il a son diplôme. Et puis, en fait, quand on est en téléconsultation, on prescrit des médicaments, ça dure 2 minutes. Il y a eu des reportages télé. Et donc, nous, l'objectif, c'est de dire, en fait, la téléconsultation, elle a vraiment un intérêt. La télésanté, elle a vraiment un intérêt. Mais c'est sûr que pour dire ça, il faut qu'on fasse monter tout le monde en gamme et qu'on soit en mesure de proposer, en tout cas de dire à l'ensemble du secteur, voilà, c'est eux les bons acteurs qui ont coché toutes les cases. Et un des points qui est intéressant quand on parle de ça, c'est comment tu maintiens à la fois la solidité, mais la place à l'innovation. Parce que c'est très dur pour les petits acteurs nouveaux de tenir les normes tout de suite. Et comment vous pensez à ça ? Comment vous essayez quand même de créer un terreau fertile pour qu'on continue à innover sur le sujet ? On a eu la question beaucoup sur les logiciels des professionnels de santé, parce qu'en fait, c'est les premiers avec lesquels on a... Alors, historiquement, c'est un secteur privé, mais avec lequel on travaille beaucoup. Et on a été hyper exigeant dans le cadre de ce qu'on a appelé le Ségur du numérique en santé. C'est-à-dire que l'État, après le Covid-19, a investi énormément dans la santé et dans l'innovation en santé, et notamment sur le fait de pouvoir numériser la santé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été créé vraiment mon espace santé. Et donc, mon espace santé, c'est le carnet de santé numérique du patient. Mais ce carnet de santé pour le patient, dont l'objectif est que le patient puisse avoir accès à ses données de santé tout au long de sa vie. Et donc, il est quelque part un endroit sécurisé avec toutes ces données-là. Il faut qu'il puisse être alimenté automatiquement par les médecins, par l'hôpital, par le laboratoire de biologie, etc. Et pour créer, en fait, ces tuyaux-là, c'était très compliqué parce qu'il a fallu que tous les logiciels métiers de ces acteurs se mettent au niveau. Donc, c'est clair que ça a été très dur, que pour des petits acteurs, la marche a été trop haute. Et en même temps, on voit aussi que ce n'est pas nécessairement les plus récents qui se sont rétamés. Et donc, le fait d'être petit, si par ailleurs on a vraiment compris ce qu'était l'attente du professionnel de santé en matière d'ergonomie, en matière de gain de temps de travail, etc., on peut très rapidement
d'une certaine manière, gagner des parts de marché. Donc, c'est sûr que c'est un investissement qui est, d'un point de vue relatif, qui est plus important pour être aux normes. Mais de l'autre côté, si le reste du produit, il est super chouette, en fait, de toute façon, les professionnels de santé auront quand même intérêt à aller vers lui. Donc, c'est sûr que c'est un niveau d'exigence qui est important. Après, on donne quand même des délais. Là, sur les sociétés de téléconsultation, elles ont encore jusqu'à l'été prochain pour être aux normes. La télésurveillance, il va y avoir encore plus de temps. La téléexpertise, on n'a pas démarré. Donc, en fait, je le dis déjà à tous les acteurs du numérique en santé, tous, à un moment donné, vous allez devoir passer sous les fourches codines, sachant que les critères de l'Agence du numérique en santé, il y a 150 critères entre guillemets, de respect des règles du numérique en santé en France. Elles sont connues, elles sont publiées. Donc, plus vite vous y allez, plus vite vous avez de chances de pouvoir être tamponné par l'assurance maladie, sachant que vous pouvez vous faire indépendamment de l'agrément ministériel qu'on a donné. Quand vous êtes une appli, vous pouvez être référencé sur Mon Espace Santé. Et donc, en fait, le fait d'avoir le référencement Mon Espace Santé, c'est aussi, nous, c'est un label qu'on donne du fait que les applications en question, elles respectent bien ces critères-là. Et si on se projetait un peu dans le futur, parce que là, il y a la partie s'assurer que tous les acteurs soient au bon niveau, mais tu rêves de quoi comme impact de la télésanté sur notre système de santé, sur les citoyens? En fait, pour être très honnête, moi je crois beaucoup au temps humain. Je pense que ça manque beaucoup dans notre société. Je pense qu'un patient qui est malade, le fait qu'il puisse parler vraiment à un professionnel de santé, pas forcément un médecin, mais un professionnel de santé, c'est ça qui a de la valeur. L'entretien clinique, c'est ça qui a de la valeur. Et donc, il faut que la télésanté, la téléexpertise, etc., ce soit des choses qui, à la fin, paradoxalement, permettent au médecin de passer plus de temps avec son patient. Pas quelque chose qui se substitue à ce temps avec le patient, mais qui lui permette un gain de temps par ailleurs. Et donc, si la téléconsultation, par exemple, ça permet à un médecin qui a un patient chronique de faire une vraie consultation longue, où il passe du temps avec lui, etc., et de lui dire, bon, pour les 2 prochains rendez-vous, qui sont juste des rendez-vous de contrôle pour savoir si ça va, on fait une téléconsultation juste de 5 minutes pour checker que c'est OK. Et en fait, c'est ça le parcours de soins qu'on va construire ensemble. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps au début, on prend vraiment le temps à la fin. Mais en revanche, pour renouveler une ordonnance, c'est peut-être pas la peine que vous dépassiez au cabinet. Là, on a créé de la valeur pour le système. Et donc, c'est là où il faut qu'on arrive à inventer quelque chose avec la télésanté qui soit pas le remplacement de l'humain, entre guillemets, mais qui soit au contraire de l'augmentation du temps humain. Donc, je sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est fondamental dans la manière dont on doit concevoir la santé de demain et le fait que la santé quand même, notamment la santé dans les soins primaires, ça reste du contact humain et des gens qui parlent à des gens, quoi. Et donc, il faut il faut que ça aide les professionnels de santé, pas que ça les remplace. C'est un peu trivial comme propos, mais voilà. Et lié à ça, il y a aussi on produit beaucoup de données de santé, tu en as parlé un peu. Tu as défendu, je crois, quelquefois l'utilisation des données de santé, de l'analyse économique pour éclairer les décisions en matière de politique de santé. Ça a pu aider ou pousser une campagne sur le dépistage du diabète de type 2. Comment tu réfléchis à l'utilisation des données de santé, à la fois au niveau systémique et santé publique, au niveau plus individuel aussi? Comment tu réfléchis à ça? Comment tu réfléchis à votre rôle là-dedans? Alors en fait, il y a deux grandes catégories de données. Il y a les données qui sont en fait des données administratives, c'est-à-dire que l'essentiel des données dont dispose l'assurance maladie, c'est pas des données cliniques. Autrement dit, nous, ce qu'on sait, par exemple, c'est que vous avez fait un dépistage, parce que le pharmacien, il nous a facturé un dépistage. Donc je sais que Monsieur X, il a fait son dépistage du cancer colorectal. Et je ne sais pas si le résultat était positif ou négatif. Et donc nous, l'essentiel des données qu'on a, vraiment l'essentiel, quasiment exclusivement, ce sont des données administratives. Donc en fait, je sais ce qu'a été votre consommation de sang. Ce que je ne sais pas en revanche, c'est la partie données cliniques. Alors il y a eu des exceptions pendant le Covid. On savait si vous étiez positif ou négatif parce que vous savez que c'était pour le pass sanitaire, hein, ça permettait de valider, d'en valider, etc. Il y a des projets qui sont en cours, notamment sur le recueil de la donnée de santé de l'enfant pour pouvoir faire
pour avoir les résultats. En fait, quand vous avez tous les résultats qui sont aujourd'hui dans le carnet de l'enfant, de carnet de santé de l'enfant, ces données, elles ne sont pas utilisées aujourd'hui, puisque en fait, elles restent dans le carnet de santé de l'enfant. Et moi, ça me fend le cœur parce que je me dis, en fait, ces données-là, on pourrait les utiliser d'un point de vue clinique pour faire des choses, pour accompagner ces patients-là. Donc, il y a quelques projets comme ça, mais globalement, il faut savoir que l'assurance maladie, les données cliniques, elle ne les a pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne les héberge pas. Et donc, on a, nous, la plupart des données sur lesquelles on travaille, c'est les données, donc des données administratives, des données de consommation de soins. Et ensuite, les données cliniques, en fait, on les héberge dans le cadre de mon espace santé, mais on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, dans mon espace santé, vous avez, pour un patient donné, vous avez votre carnet de santé, et dedans, vous avez les résultats de biologie, vous avez le compte-rendu du médecin, etc. Et donc, ces données, nous, on a offert, j'allais dire, un coffre-fort pour qu'elles puissent être hébergées. Mais l'assurance maladie, elle n'a pas le droit d'aller piocher dans ces données. Donc, c'est hyper important de distinguer ça. C'est-à-dire que la donnée clinique, elle reste propriétaire du patient et elle n'a pas le droit d'être exploitée aujourd'hui en France. En revanche, on peut déjà faire plein de choses avec les données qui sont, entre guillemets, des données administratives de consommation. Alors, ce n'est pas des données administratives, c'est des données de santé, mais qui sont des données de consommation de sang. Donc, il y a les études macro qu'on fait qui nous permettent de savoir que les adolescents... ils consomment beaucoup plus de psychotropes et que du coup, c'est un sujet d'interrogation. Et puis ensuite, il y a, ça nous permet, nous, et c'est là où moi je pense qu'il faut qu'on se positionne, où l'assurance maladie doit se positionner de manière très claire, c'est que ça nous permet de faire de la prévention médicalisée de manière hyper efficace. Et donc, la prévention, on pourra en reparler, c'est un champ qui est extrêmement vaste, où chacun doit bien trouver sa place. En fait, quel est le rôle de chacun dans la prévention ? Et moi, je pense que l'assurance maladie, il y a un truc qu'elle sait hyper bien faire, c'est la prévention médicalisée, c'est-à-dire pour la vaccination, les dépistages organisés du cancer et demain, j'espère, les dépistages organisés des pathologies chroniques. On a commencé à mettre des petits cailloux dans charge et produits. C'est-à-dire, en fait, nous, on est capable de savoir pour, en fait, comme la vaccination, les dépistages du cancer, les dépistages des pathologies chroniques, en fait, il n'y a pas de critères. Les critères, c'est des critères d'âge et de sexe. Pour le cancer du sein, c'est tel âge si vous êtes une femme. En fait, on a la possibilité de savoir, de conduire des campagnes, d'inviter les gens et surtout de savoir si les gens n'ont pas fait leur dépistage et donc ensuite d'avoir un système de relance et d'aller vers. Et par ailleurs, de donner à voir au médecin traitant, de dire, regardez... Monsieur le médecin traitant, votre patiente, elle est éligible au dépistage du cancer du sein, elle n'a toujours pas fait son dépistage. On a la possibilité aussi d'ouvrir des compétences aux pharmaciens. Et donc là, sur le dépistage du cancer colorectal, les pharmaciens s'y sont mis, ça cartonne. On a 9 pharmacies sur 10 qui délivrent des kits de dépistage colorectal avec un taux de ce qu'on appelle de transformation, c'est-à-dire d'utilisation réelle par le patient de plus de 70%, ce qui est hyper élevé. Donc en fait, nous, l'assurance maladie, ça... J'allais dire la partie gros œuvre, la partie l'usine un peu industrielle, on sait le faire. Et en santé publique, il y a plein de gens qui vous diront, et ils ont totalement raison, que la vraie santé publique, c'est du dernier kilomètre. C'est-à-dire que en fait, les gens qui sont les plus éloignés du système de santé, ça ne sert à rien juste de leur envoyer un courrier ou d'avoir une affiche pour leur dire il faut se faire dépister, etc. C'est tout à fait vrai. Et donc, pour aller chercher les personnes qui sont les plus éloignées du soin, les personnes qui ne parlent pas français, les personnes pour lesquelles la culture fait que on a eu une appréhension un peu différente de certains tests. Donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Pour une partie des populations, il faut des médiateurs en santé, il faut aller chercher les gens. Et donc ça, c'est du travail d'aller vers vraiment au dernier kilomètre, où l'assurance maladie est un acteur qui participe, mais c'est pas elle qui a la main. Parce qu'il faut souvent l'intervention d'associations qui sont spécialisées, il faut l'intervention de l'État, etc., etc. Mais donc ça, c'est hyper important. Et la plupart des publications en santé publique, elles portent là-dessus, sur le fait qu'il y a des communautés qui sont totalement exclues de la prévention. Et c'est tout à fait vrai. Mais la réalité, quand moi je regarde aujourd'hui les dépistages organisés du cancer, c'est qu'on est à moins de 60% sur le sein et l'utérus et qu'on n'est même pas à 40% sur le dépistage du cancer du colorectal. Donc, il faut faire du 80-20. Donc, nous, notre job, c'est de faire le 80. Et ensuite, il y a évidemment les 20 derniers kilomètres à chercher, mais il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire 80%. Voilà. Et ça, c'est vrai sur la vaccination, c'est vrai sur le dépistage organisé du cancer, dont on a repris le pilotage depuis janvier.
Et on va essayer d'organiser la même chose sur les pathologies chroniques. Hyper intéressant. Et comment tu vois la place de l'intelligence artificielle dans l'utilisation de ces données, encore une fois, au service de la société? Est-ce que c'est des sujets que vous regardez? Tu parlais du dépistage aujourd'hui du cancer du sein qui est basé que sur l'âge, mais en fait, on pourrait imaginer que selon les antécédents médicaux, selon ce qu'il y a dans ton espace santé numérique, tu pourrais avoir un parcours de soins et de prévention beaucoup plus personnalisé. Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Est-ce que vous pensez que c'était votre mission? Ou si ça ne l'est pas, comment vous faites en sorte que le marché le fasse? En tout cas, c'est sûr que l'IA va totalement changer la donne. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans l'IA. Il y a l'IA qui va permettre aux professionnels de gagner du temps. Ça, je pense que c'est l'IA qui a le plus de chances de performer dans les prochaines années, puisque c'est vraiment de ça qu'on manque, donc d'organiser ses comptes rendus, grosso modo, d'être vraiment un assistant augmenté, de permettre à un médecin d'être augmenté, à une infirmière d'être augmentée, etc. Donc tout ce qui augmente le professionnel de santé, ça, je pense que ça a énormément d'avenir. On va lancer une expérience là sur de l'ECG avec de l'IA pour les médecins généralistes, parce qu'on se rend compte que les médecins généralistes, en fait, ils font plus d'ECG parce en fait, ça fait longtemps qu'ils ont été formés, ils sont pas sûrs de leurs résultats. Donc là, on va lancer une expé avec de l'IA en leur disant, regardez, il y a un module IA qui fait que vous allez être conforté d'une certaine manière dans vos résultats, et donc ça vaut vraiment le coup de faire des ECG, vous n'avez pas besoin de renvoyer vers un cardiologue. Et après, il y a l'IA qui est, j'allais dire, l'IA super sophistiquée, qui va consister à, je vais dire ça, tu vas trouver ça évidemment totalement futuriste, mais c'est un peu la manière dont on peut voir les choses, c'est grosso modo, je mets mon empreinte digitale et on est capable de me dire, voilà, toi tu vas mourir à 67 ans, à 7 heures du matin, parce que tu as tel et tel facteur de risque, etc. Et donc ça, évidemment, c'est des choses qu'on regarde, parce que, alors, je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça, mais c'est... Non, mais en revanche, en faisant la vidéo, on peut injecter beaucoup de risques. Donc, on voit bien que au-delà de l'aide au diagnostic, donc l'appui aux professionnels de santé, ça, de toute façon, on le pousse, mais le côté hyper prédictif pour l'individu, en fait, ça nous intéresse, mais j'allais dire, moi, ma première priorité quand même, c'est de ne pas créer un système à deux vitesses. Et donc, il y a un truc dont je peux te dire à 100% que c'est générateur de pathologies chroniques, c'est l'obésité. Et donc, quand tu as 12% d'une classe d'âge à 11 ans qui est en surpoids, alors la probabilité pour qu'elle ait une pathologie chronique, un diabète de type 2 très jeune, qu'elle développe ensuite d'autres... ça, c'est sûr. Et j'ai pas besoin, entre guillemets, d'avoir un truc méga sophistiqué pour le savoir. Et donc, je pense qu'il y aura de toute façon un marché pour cette santé prédictive, mais qui sera plutôt, évidemment, qui sera ça d'abord à des acteurs qui pourront payer cette valeur-là. Il faut quand même se dire que nous, il y a déjà, ne serait-ce que si on arrivait à faire en sorte que les gens soient correctement dépistés, à lutter contre l'obésité, à faire en sorte qu'il y ait moins de sédentarité, donc des choses assez simples. Déjà ça, c'est suffisamment prédictif, j'allais dire en soi, pour qu'on n'aille pas dans des modèles hyper sophistiqués. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, hein, ça veut juste dire que nous, assurance maladie, entre guillemets, nous, notre objet. Ouais, en tout cas, nous, notre enjeu, c'est l'universalité. Et donc, c'est de faire en sorte que tout le monde soit couvert de la même manière. Mais c'est clair que, honnêtement, on regarde hyper attentivement ce que l'IA fait. Ça a été intégré par exemple dans l'imagerie de manière totalement incrémentale, et donc ça a été payé. Ce qu'on essaie de regarder là, c'est les secteurs, en fait, les professions de santé qui sont peu capitalistiques. En fait, les radiologues, les laboratoires, tout ça, c'est des secteurs qui sont capitalistiques, donc c'est des professionnels qui ont l'habitude d'investir dans du matériel, et donc de régulièrement avoir du matériel innovant. Et en fait, le matériel innovant, de manière incrémentale, et c'est mis à jour et il est intégré de l'IA. La question, c'est les professionnels qui utilisent moins de ce qu'on appelle des actes techniques, qui font plus de la clinique, de savoir si eux, en fait, on est en train de passer à côté de quelque chose si on les équipe en IA. Donc c'est pour ça que je parlais du médecin généraliste. Un médecin généraliste, aujourd'hui, en fait, il a un stéthoscope, quoi. C'est ça son outil principal. Il a un stéthoscope et son logiciel médecin, et ça n'a pas changé depuis des années. Et donc la raison pour laquelle là, on a cette ECG avec l'IA, c'est de se dire, est-ce que finalement, pour un médecin généraliste, on peut avoir une forme de technologie avec IA
qui fait que ça va changer sa pratique et faire qu'il y a moins de second recours vers le cardiologue. Et donc, c'est là où la puissance publique, elle peut avoir un intérêt à agir, c'est de tester pour des professionnels de santé qui ont moins l'habitude de l'innovation et d'acheter de l'innovation, si finalement il n'y a pas une énorme innovation de rupture en matière d'IA qui pourrait totalement transformer la manière de faire et à côté de laquelle ils passent parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter, j'allais dire, du matériel innovant. Ou d'investir ou de regarder même. Exactement. Et on pourrait voir en effet l'intelligence artificielle d'une certaine manière comme un des vecteurs de votre mission qui est d'augmenter l'excellence partout et pour tous parce que ça peut être un grand égalisateur si tout le monde a le dernier savoir, si c'est beaucoup plus facile de diagnostiquer, etc. Donc c'est passionnant. On parlait rapidement de prévention et de santé publique. Est-ce que tu parlais de ce que vous allez commencer à faire et les premiers petits cailloux que vous avez plantés, mais quelles sont un peu les approches que tu envisages pour encourager encore plus la prévention, pour passer de ce 20-30% à 80%? Tu parlais un peu déjà de formation, les médecins généralistes, de ce tableau de bord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as en tête et sur lesquelles vous travaillez? En tout cas, sur la prévention médicalisée, mon objectif, il est clair. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas aux objectifs de l'OMS de 70% sur tous ces sujets. Donc, pour moi, c'est ça l'objectif de l'assurance maladie. Donc, il faut qu'on ait une offre qui soit suffisante. Aujourd'hui, par exemple, en termes de mammographie, on a un sujet d'offre de mammo. Donc ça fait partie des choses que je n'ai pas encore levées comme frein. C'est d'avoir suffisamment de radiologues agréés qui fassent de la mammo. Ça pose la question de la seconde lecture. Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, il faut une seconde lecture pour le dépistage organisé de la mammo, est-ce que l'IA, par exemple, pourrait intervenir? Donc, par exemple, ça, c'est un des leviers, c'est un des freins que je n'ai pas levé sur la partie offre. Sur le reste, on a très largement ouvert aux professionnels de santé les différents dépistages organisés. Je m'intéresse au cancer là. Il y a encore des choses qu'on peut faire. Par exemple, aujourd'hui, une sage-femme, elle n'a pas la possibilité de donner un kit de dépistage du cancer colorectal. Une infirmière de délivrer un kit de dépistage colorectal ou de faire un frottis pour le dépistage du col de l'utérus. Donc, on a aussi encore des élargissements de compétences qui pourraient nous aider. Et après, on a l'énorme machine qu'on a implémentée depuis janvier, d'invitation, de relance, de re-relance, mais en fait sur laquelle il va falloir qu'on se perfectionne, parce qu'en fonction des publics, donc ça c'est un du marketing, qui sont plus sensibles aux mails, aux SMS, etc. Et ensuite, on a monté 7 plateformes d'appels sortants. Donc on a en fait, en France, on a monté 7 plateformes où en fait c'est des téléconseillers de l'assurance maladie qui appellent les personnes en disant voilà, bonjour madame, bonjour monsieur, vous n'êtes pas dépisté, est-ce que vous avez reçu l'invitation? Et en fait, c'est des gens qui sont expérimentés dans le, je sais plus quel est le terme exact, mais grosso modo dans le fait d'avoir un discours de conviction par rapport aux patients, et on va jusqu'à prendre des rendez-vous. Et donc, parce que si la personne dit, bah voilà, en fait, moi, je n'arrive pas à avoir de rendez-vous de mammo, ça sert à rien. On dit, écoutez, voilà, on vous prend votre rendez-vous de mammo. S'il faut, on vous envoie un transport. Et donc ça, on essaie d'aller jusqu'au bout de notre logique de dépistage organisé en mode vraiment grosse machine de guerre. Mais cette grosse machine de guerre sur le dépistage organisé des cancers et sur la partie pathologie chronique, on voit bien qu'il y a quelques endroits, notamment sur la mammo, où on va avoir un sujet d'offre et donc on a encore des freins à lever. Et par ailleurs, sur notre stratégie marketing d'aller vers, il y a sans doute plein de choses qu'on va bouger. Aujourd'hui, en fait, on a testé plusieurs trucs en fonction des différents types de cancers. Est-ce que c'est d'abord est-ce que le courrier, on a du courrier papier? Est-ce que c'est un nudge qui est important? Est-ce que les gens, ils ont besoin d'avoir du papier ou pas? Donc, il y en a un pour lequel il n'y aura pas de papier, ça nous permettra de faire la différence. Est-ce que on va, à partir de janvier, envoyer directement des kits de dépistage par la poste pour voir si, en fait, ça change le comportement des gens, exactement. Donc, en fait, on arrive sur un nouveau terrain et on va tester plein de trucs. Et donc, ce que je te dis aujourd'hui sera sans doute pas vrai d'ici 2 ans. On se sera amélioré, mais l'objectif, c'est vraiment sur la prévention médicalisée, enfin, ce qu'on appelle la prévention médicalisée, donc vaccination, dépistage, diagnostic. Là, je vois quelle valeur ajoutée on peut avoir pour le système. Après, sur la prévention plus généralement, qu'est-ce qui fait que les gens sont en bonne santé? C'est l'activité physique, c'est l'alimentation, c'est le fait de ne pas fumer et c'est le fait de ne pas boire d'alcool. Sommeil. Voilà. Et le sommeil, absolument. Et le sommeil. Et puis la gestion de l'anxiété. Ouais. Et la gestion de l'anxiété. Et puis après, tu as les facteurs d'exposition extérieure, pollution, etc.
Ça, nous, c'est quelque chose qui est connu, c'est que en fait, on voit bien que quand on arrive, c'est évidemment ça qui a le plus de valeur, hein, c'est-à-dire le ROI d'avoir une alimentation saine depuis qu'on est petit. Il est beaucoup plus important que le ROI de dépister à temps une personne qui a un cancer, quoi. Parce que c'est de la prévention, mais c'est presque déjà trop tard. Donc en fait, là, C'est mieux que. c'est mieux qu'eux, mais en fait, le vrai enjeu, j'allais dire sociétal, c'est d'avoir une société avec où les facteurs de risque qu'on a listés, ils soient réduits. C'est là où nous, l'assurance maladie, on est un peu plus humble quant à notre rôle, parce que c'est un peu le sujet One Health. La réalité, c'est que ça dépend aussi de l'agriculture, du logement, de la politique, de l'éducation nationale, et donc ça dépend de beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment de la politique. Moi, j'étais conseillère à Matignon quand on a augmenté la taxe sur les boissons sucrées, par exemple. C'est un truc, voilà, donc c'est vraiment voilà, il faut de la volonté politique. Il faut se battre aussi contre des acteurs qui sont pas forcément toujours, qui n'ont pas des intérêts qui sont convergents avec ceux de la santé publique. Et puis, par ailleurs, il y a une manière aussi intéressante de le faire qui est de soutenir des acteurs qui ne nous ont pas attendus. Et donc, notamment, il faut savoir que le Nutri-Score, c'est une initiative française. Et je vous invite à écouter, c'est disponible sur podcast, le cours du Collège de France sur le lien entre l'alimentation et les pathologies chroniques, avec notamment, il y a une intervention des gars qui ont créé le Nutri-Score. C'est juste passionnant, quoi. Et en fait, sans aucune intervention des pouvoirs publics, le Nutri-Score, en fait, il y a plein de boîtes qui ont décidé d'intégrer le Nutri-Score parce qu'ils avaient envie de bouger leurs recettes. Et ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, ils en sont venus à un tel point que des industriels disaient, voilà, est-ce que je voudrais passer de la catégorie D à la catégorie C ou de la catégorie C à la catégorie B? Qu'est-ce que je veux enlever? Où est-ce que je suis pas bon? Jusqu'à des boîtes qui ont aussi dit, regardez, la nouvelle friandise, maintenant, elle est en catégorie B. Donc, sans les pouvoirs publics, on voit bien que les initiatives de la société civile, accompagnées par des scientifiques de très haut niveau, en fait, ça marche. Et donc après, j'aimerais bien que le Nutri-Score soit imposé, d'autant que c'est une initiative française qui puisse être imposée en Europe. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur l'activité physique. Il y a eu des annonces sur l'activité à l'école, mais on voit bien que voilà, ça relève de politiques qui sont plus larges. Et donc, nous, l'assurance maladie, notre principal rôle ici, il est de faire passer des messages et donc de relayer les messages. Voilà, les 5 fruits et légumes par jour, le fait de faire entre 5 000 et 10 000 pas par jour, le fait que l'alcool, c'est 2 verres par jour max et pas tous les jours, que fumer, il ne faut pas fumer. Et effectivement, de sensibiliser, c'est intéressant ce que tu disais sur les stress. Un jour, vous avez la possibilité de l'inviter. C'est la cardiologue Claire Mounier-Veillé, qui est vraiment la superstar de la santé des femmes. Et voilà, qui a démontré notamment que la charge mentale, c'est le deuxième facteur de risque de l'infarctus du myocarde chez la femme. Donc, c'est énorme. Et en fait, ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas, quoi. Et donc, nous, assurance maladie, c'est pas quelque chose, c'est pas de la production de données qu'on est en mesure de savoir. En revanche, quand on a tout d'un coup des professionnels de santé qui sont un peu leaders, un peu charismatiques, c'est un peu ce que vous faites aussi, et d'arriver à diffuser leur message, c'est hyper important, et de relayer leur campagne, c'est quelque chose qu'on peut faire, quoi. Génial, et en effet très important, et tout est connecté d'ailleurs. L'alcool va avoir un impact sur ton sommeil, qui va avoir un impact sur ton anxiété, donc cette vision très holistique qui doit être menée par plusieurs acteurs, dont la société civile, et je l'espère des acteurs comme nous, est extrêmement importante. Et juste un point là-dessus, et je pense que c'est important pour son capital santé, c'est-à-dire qu'il faut préserver son capital santé pour bien vieillir, mais c'est important pour tout de suite, en fait. Et c'est un impact dès aujourd'hui, en fait. Exactement. Et il y a eu beaucoup de publications ces derniers temps sur le fait, par exemple, de dire que de marcher 30 minutes par jour, en fait, votre cerveau, il réfléchit pas pareil. Votre sommeil, c'est pas le même. Et donc, c'est pas uniquement le fait de construire un capital santé pour demain, c'est effectivement la préoccupation numéro 1 de l'assurance maladie, mais c'est aussi le fait d'être au meilleur de vous-même à un temps T. Et c'est pour ça que la prévention, elle a ces deux, il y a ces deux objectifs. Et je suis content qu'on en parle, parce que c'est extrêmement important d'investir sur... il y a le très long terme, mais prouver que tu as un impact court terme, ça change complètement aussi les comportements. C'est marrant ce dont tu parles sur la sédentarité.
en train de lancer Alan Walk, donc Alan Marche, et les entreprises, on l'a poussé en bêta pour l'instant. Les gens marchent 14% plus, plus de 1000 pas de plus par jour. Et en effet, il y a beaucoup de papiers qui montrent que ça a un impact direct sur la santé mentale, sur les risques cardiovasculaires, sur ton bien-être au quotidien, sur ta créativité. On nous le dit depuis Socrate et Sénèque. Mais et pour le faire régulièrement, c'est complètement transformant. Et donc, comment on met, grâce au savoir-faire, aussi de la gamification. Bien sûr. Il y a beaucoup d'attention qui a été mise sur les jeux en ligne et sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne met pas ça dans la santé pour aider à avoir des meilleurs comportements? Ces sujets, en tout cas, qui nous passionnent chez Alan et sur lesquels on travaille beaucoup, et il faut plein d'initiatives pour que ce soit poussé. On a parlé de prévention, on entend beaucoup parler du coût de la santé. Est-ce que vous essayez de mesurer aussi les économies générées par la prévention et sur quels horizons de temps vous réfléchissez là-dessus? Alors, ce qui est compliqué à faire, pour être très honnête, et c'est là où c'est pas nous qui le faisons, et donc c'est plutôt des études de cohorte par les scientifiques, de se dire en fait combien t'économises quand toute ta population arrête de fumer. C'est des impacts à très long terme, sachant qu'il faut minorer la mortalité, les pensions de retraite, enfin tout ça est quand même donc c'est des calculs qui sont quand même assez lourds. On a commencé à le faire sur une initiative qu'on a lancée qui s'appelle Mission Retrouve ton cap, sur la prévention de l'obésité infantile, pour voir quand même ce qu'était l'impact de l'obésité infantile sur la probabilité d'avoir des risques cardiovasculaires. Mais c'est vrai que nous, donc on va le faire de plus en plus. Mais c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que comme moi, je pense que notre cœur de métier, c'est la prévention de type 2, plus la vaccination, donc le fait de dépister, de diagnostiquer le plus tôt possible. En fait, c'est ça qu'on essaie d'évaluer d'un point de vue macroéconomique. Et par exemple, je te donne un exemple sur les pathologies chroniques. Chaque année, en fait, on s'intéresse à une pathologie chronique un peu plus spécifiquement. Donc cette année, c'était la maladie rénale chronique. L'année dernière, on a fait le diabète. L'année précédente, c'est l'insuffisance cardiaque. En fait, toutes ces maladies sont liées. Et en fait, le bilan de tout ça, c'est que, grosso modo, une personne sur 3, elle est incidente. C'est-à-dire qu'on découvre sa maladie à un stade hyper avancé de sa maladie. Donc, pour les diabétiques, chez les personnes au stade 3 de la maladie, sachant que le stade 4, c'est l'amputation. Donc, le stade 3 de la maladie, c'est des personnes qui doivent être mises immédiatement sous insulinothérapie. Depuis longtemps, d'ailleurs, qui ont déjà des complications. Pour la maladie rénale chronique, c'est des personnes qui doivent être immédiatement dialysées. Donc, il faut imaginer le niveau de gravité. Et insuffisance cardiaque, c'est des personnes qui sont dépistées pour insuffisance cardiaque au moment où elles sont hospitalisées, c'est-à-dire qu'elles sont en train de décompenser, donc elles sont en train de mourir, quoi. Tout ça pour dire que on sait, par exemple, pour une personne qui a une insuffisance cardiaque, combien ça coûte. Une personne qui est hospitalisée pour une insuffisance cardiaque, ça coûte 8 000 € par patient. On sait ce que ça coûte en ville quand il n'est pas hospitalisé, ça coûte 4 000 € par patient. C'est sûr que s'il n'est jamais hospitalisé et qu'on fait correctement notre travail, c'est un patient qui va nous permettre de faire, entre guillemets, des économies. Donc ça, ces études macroéconomiques, on les développe dans nos études. Après, il faut que ce soit bien compris par les gens, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de faire des économies pour faire des économies, mais c'est vraiment le cœur de l'assurance maladie que d'avoir une approche médico-économique où, en fait, il y a une forme de cercle vertueux à tout point de vue, pour la santé des gens, pour les finances publiques aussi, parce que si les gens sont trop malades et qu'on intervient trop tard, en fait, on n'y arrivera pas compte tenu du vieillissement de la population et de l'explosion des pathologies chroniques. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que d'un point de vue écologique, en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir un système de santé qui est très curatif fait que le système de santé, il est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est beaucoup. Et que si on veut atteindre les objectifs du GIEC de zéro émission à horizon 2050, il faut qu'on s'attaque très très vite au problème. Et en fait, nous, notre impact carbone, le système de santé en général, c'est à 50% des produits de santé. Et les produits de santé, sauf pour les vaccins, sauf pour les tests de dépistage, mais c'est essentiellement du curatif. Et donc, on voit bien que plus on va basculer vers du préventif, moins on va avoir de soins lourds, plus on va baisser aussi notre impact carbone. Donc, en fait, le fait d'intervenir le plus vite possible,
le fait d'avoir des bons comportements le plus rapidement possible, ça permet d'être en bonne santé, de mieux vivre, pas forcément de vivre longtemps, mais déjà de vivre mieux au quotidien, de vivre longtemps, de coûter moins cher à la société et puis d'avoir un impact carbone qui est réduit pour ceux que ça inquiète. Voilà. Merci pour ça. On parlait tout à l'heure d'inégalité en matière de santé dans nos propos introductifs. Quelles sont vos réflexions sur les déserts médicaux, sur comment lutter contre ceux-ci et quelles autres typologies d'inégalités vous regardez? Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a des inégalités d'accès aux soins. Donc là, c'est vraiment notre problème du moment. C'est un problème qui est conjoncturel, dans la mesure au moment que le numerus clausus a sauté. Et voilà, normalement, on a quelques années difficiles à passer, mais on devrait pouvoir y arriver. Mais là, c'est sûr que c'est notre objectif du moment, c'est de faire en sorte que chaque patient ait un médecin traitant. Vous ne pouvez pas avoir un bon système de santé si vous n'avez pas un médecin traitant. Donc ça, c'est la conviction de l'assurance maladie. C'est pas une conviction qui est partagée par tous, donc c'est un modèle qu'on défend, mais ça suppose aussi, et ça fait partie, on revient au contrat qu'on a passé avec les médecins, on a dit vous pouvez pas dire que tout doit passer par nous, mais de dire on peut couvrir que 70% de la population. Par définition, ça fonctionne pas. Donc en fait, par un moment donné, il y a 30% de la population qui va se dire en fait, si je peux pas passer par vous, il faut mon alternative. Il faut une alternative. Et donc c'est là où le dialogue est intéressant avec les médecins généralistes. C'est quand on leur dit il faut que vous preniez plus de patients dans notre patientèle médecin traitant, c'est pas pour leur filer des objectifs comptables, pour les mettre en burn-out, etc. C'est aussi une condition existentielle pour cette profession, parce qu'en fait, si cette profession, elle n'arrive pas à couvrir entre guillemets la patientèle qui est en besoin de soins, en fait, elle pourra pas tenir, en tout cas. On va pas avoir cette notion de médecin traitant obligatoire. Exactement. En fait, c'est pas le fait pour les citoyens. Exactement. Mais ça, nous, ça suppose que par ailleurs, pour qu'un médecin traitant voit plus de patients, il n'a pas non plus des journées à rallonge, il a le droit aussi à sa vie. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on réduise son temps administratif. Donc, c'est une responsabilité partagée. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Mais en tout cas, donc, il y a clairement un sujet d'accès aux soins. Pour moi, la réduction des inégalités de santé, c'est quand même un sujet qui est très, très proche de la santé publique. Donc, il y a évidemment l'accès territorial. Mais d'un point de vue santé publique, c'est quand même extrêmement clair. C'est-à-dire que quand on prend le Covid, par exemple, le Covid-19, le département qui compte le plus de morts, c'est la Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de France. Alors même qu'on sait que le premier facteur de mortalité sur le Covid-19, c'était l'âge. Mais il y avait aussi les pathologies chroniques. Et en fait, en Seine-Saint-Denis, vous avez une population qui a beaucoup plus de pathologies chroniques, et vous avez des diabétiques qui sont des diabétiques beaucoup plus jeunes. Et dans les soins de réanimation, dans les établissements de santé en Seine-Saint-Denis au moment du Covid, je veux dire, tous les gens qui sont allés là-bas étaient hallucinés parce que c'était des gens jeunes, quoi. C'était des gens qui avaient 50 ans, mais qui étaient diabétiques. Et donc, on a une prévalence des maladies cardiovasculaires associées qui est clairement plus importante chez des populations qui sont plus pauvres, qui ont des facteurs d'exclusion, de discrimination ethno-raciale, etc. Donc tout ça, ça fait partie des inégalités de santé qu'on doit corriger. Et puis quand on remonte encore plus la chaîne, et c'est pour ça que pour moi, la santé des enfants, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est quand vous regardez la santé des enfants, c'est-à-dire que les résultats sur des enfants de 5 ans, vous avez déjà des écarts entre les enfants des enfants des 20% les plus riches et des 20% les plus pauvres qui sont juste considérables. Alors, malheureusement, comme aujourd'hui, on ne peut pas encore exploiter les données du carnet de santé de l'enfant. On a peu de données, mais on a une cohorte qui date un peu, mais qui s'appelle la cohorte ELF, à partir de laquelle on s'appuie, et donc qui montre que, par exemple, sur le dépistage en école maternelle des troubles du langage, des retards de langage, il est de 9% vous avez 9% des enfants chez les enfants les plus pauvres, contre 4% chez les enfants les plus riches. Sur le surpoids, il y a une différence quasiment de 10 points, et c'est vrai surtout. Et on parle d'enfants qui ont entre 3 ans et 5 ans. Donc vous imaginez bien que si vous êtes déjà en surpoids, le retard, il est considérable et il est exponentiel. Et donc c'est pour ça que
Parmi moi les grands enjeux, mais qui ne sont pas que les enjeux de l'assurance maladie, qui sont des enjeux vraiment collectifs, il faut qu'on arrive à intervenir le plus tôt possible auprès des enfants, à la fois sur la sensibilisation, parce qu'on sait que la sensibilisation chez les enfants, ça marche très bien, mais aussi sur le dépistage, le diagnostic et la prise en charge. Et on a encore énormément de boulot à faire là-dessus. Et donc pour moi, les vraies inégalités sociales de santé, en tout cas celles qui, moi, me choquent le plus, c'est celles qui sont créées dès l'enfance, quoi. Le fait de se dire qu'arrivé en CP, vous avez déjà des enfants qui, alors on le sait, qui partent pas avec les mêmes chances, mais le fait qu'ils ne partent pas avec les mêmes chances en matière de santé, alors même qu'on est dans un pays où la santé a une couverture universelle, c'est que en fait l'accès au droit n'est pas suffisant, et qu'il faut aller plus loin dans la manière dont on fait de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on permet à ceux qui sont le plus éloignés ou le plus en besoin de soins ou d'attention ou d'accompagnement puissent bénéficier de cet effort supplémentaire de la puissance publique. Hyper intéressant, merci de partager ça. Je sais aussi que tu es assez passionné des sujets de santé des femmes. Quelles sont tes réflexions là-dessus aussi sur les inégalités à ce niveau-là, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent dans notre système de santé? Alors moi j'ai surtout été super convaincue par le médecin dont je vous parlais, docteur Claire Mounier-Veillé, sur notamment en fait, ce qui est hyper intéressant sur la santé cardiovasculaire de la femme, c'est qu'elle est symptomatique de la santé de la femme de manière générale. Quand vous avez une femme qui s'évanouit ou qui fait un malaise, on dit oulala, elle fait un petit malaise vagal, on lui donne un sucre. Un mec qui s'évanouit dans le métro, tout de suite on appelle les urgences. Mais la probabilité pour que ce soit la femme qui est en train de faire un arrêt cardiaque, elle est beaucoup plus élevée, parce que le fait de tomber dans les pommes est un symptôme beaucoup plus grave chez la femme. Et de manière générale, en fait, une femme, elle n'est pas malade tant qu'elle est en bonne santé, ce qui paraît... Mais c'est vrai que, alors pour des raisons sociologiques, etc., il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, mais les femmes s'inquiètent beaucoup moins de leurs symptômes, et donc elles arrivent dans un état souvent beaucoup plus avancé de leur maladie, que ce soit chez le médecin ou ou à l'hôpital. Par ailleurs, le système de santé, et notamment les professionnels de santé, ils ont été formés sur des symptômes qui ne sont pas exactement les mêmes chez les femmes et chez les hommes. Et donc, c'est toute cette culture-là qu'il faut réinventer. Donc nous, là, l'assurance maladie, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir des porte-paroles qui sont aussi puissants, et de diffuser au maximum ces messages, et de dire, voilà, en fait, l'arrêt cardiaque chez la femme ou l'AVC chez la femme, les symptômes, c'est ça. Et en fait, il faut que toutes les femmes soient au courant. Et donc ça, le fait que toutes les femmes soient au courant, nous, on doit informer les professionnels de santé, on doit informer les assurés, et on doit faire en sorte que ce message il soit répété. Après, il y a aussi l'endométriose, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc là, on va s'associer à l'évaluation de l'endotest pour le cas échéant, si les résultats sont positifs, qu'ils puissent être mis sur le marché le plus rapidement possible. Et puis en fait, il y a plein de sujets sur la santé des femmes qui de toute façon est un chantier en tant que tel. Donc on l'a introduit pour la première fois là dans Chargé Produit comme étant une analyse populationnelle. Donc on avait fait les enfants, etc. Et donc en fait c'est une analyse populationnelle qu'on va suivre sur la durée, avec à la fois ce que les femmes ont de spécifique d'un point de vue biologique, parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques d'un point de vue biologique chez la femme. Sur la santé, sur ce qui relève vraiment purement de la femme, parce que tout ce qui relève de la grossesse, la santé hormonale, la ménopause, etc., c'est spécifique à la femme. Et puis tout ce qui relève plus sociologiquement de la santé de la femme, c'est-à-dire des choses pour lesquelles les femmes et les hommes ne devraient pas être traités différemment, mais en fait ils sont traités différemment parce que les femmes s'alertent moins, et parce que les professionnels de santé font peut-être un peu moins attention. Avec une alerte notamment, là ils ont sorti une campagne qui est assez choc, c'est que en fait vous avez beaucoup de mères seules. Et en fait une mère seule qui fait un arrêt cardiaque chez elle, en fait c'est fini, quoi. Et c'est vrai que dans les familles monoparentales, c'est à 90% des familles avec où c'est la mère qui est seule. Et donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser. En fait, ce qui a été montré, c'est que ces femmes-là qui font un arrêt cardiaque ou qui font un AVC, en fait, elles présentaient des signes qui auraient dû
alerter et elles-mêmes et les professionnels de santé dans les 2 semaines, 1 mois qui précèdent l'événement. Donc, on peut empêcher ça. Et une question peut-être un peu plus personnelle. Comment ton travail a-t-il influencé ta propre relation avec ta santé ? Alors, c'est une bonne question. Bon, après, c'est toujours les coordonnées qui sont les moins bien chaussées. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte, c'est notamment Philippe de Normandie qui a travaillé là-dessus, que les soignants avaient une très mauvaise santé et se prenaient très mal en charge en matière de santé. Donc ça, c'est une vraie préoccupation par ailleurs, sur laquelle il faut qu'on travaille. Enfin, il y a des propositions qui ont été faites. Et donc, c'est un petit peu vrai aussi des gens de l'assurance maladie. Mais, j'ai arrêté de fumer il y a 1 mois. Parce que, voilà, on m'a vraiment dit là, 36 ans, c'est maintenant ou sinon après. Voilà, donc on m'a aussi promis que dans 10 ans, si j'arrêtais de fumer, c'est comme si rien ne s'était passé. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai décidé de le croire. Ouais, exactement, il faut croire à la promesse. Excellent. Et si tu devais recommander à nos auditeurs une action pour agir sur leur santé aujourd'hui par rapport à tout ce que vous mettez en place, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? Ouais, je pense que le vrai élément déterminant, c'est l'activité physique. En tout cas, c'est là où on est les moins bons. C'est-à-dire que quand on se regarde comparativement à d'autres pays, finalement, sur l'alimentation, on a quand même de relativement bonnes habitudes d'alimentation, etc. Alors, on est très mauvais sur le tabac, on n'est pas bon sur l'alcool, etc. Mais je trouve que c'est sur l'activité physique où on voit qu'on a un écart, qui est un écart, j'allais dire, dommage, parce que c'est quelque chose... Arrêter de fumer, c'est hyper compliqué. Voilà, je peux en témoigner. Marcher un peu plus chaque jour, prendre les escaliers, etc. C'est quelque chose qui est faisable et pour lesquels on n'a pas nécessairement besoin d'un accompagnement médicalisé. C'est pas une addiction et donc voilà, lutter contre la sédentarité, se bagarrer un peu contre la sédentarité de ses enfants, c'est un truc qui est vraiment super important. Un message qu'on porte aussi énormément, je suis d'accord avec toi, et avec beaucoup de conséquences en fait. Quand tu commences à être un peu moins sédentaire, tu réfléchis aussi un peu plus à ta nutrition, à ton sommeil. Et donc c'est extrêmement puissant. Peut-être une dernière question, c'est que réponds-tu aux détracteurs du système de santé français qui lui reprochent parfois d'être à la traîne ou de ne pas servir sa mission pour les citoyens ? Alors, de manière générale, je déteste, enfin, je suis devenue, c'est pas bien, mais un peu obsessionnelle de la défense du service public. Je pense que on ne se rend pas compte en France de la chance qu'on a d'avoir le système de santé que l'on a, d'avoir le système de protection sociale que l'on a, et de manière générale, d'avoir le service public que l'on a. Je pense qu'il faut que tous les gens qui ont vécu un peu à l'étranger, etc., s'en rendent compte quand ils viennent et le disent, sachant que par ailleurs, on a en France cette capacité, qui est un peu vraie, à toujours être plutôt moins, on a une propension à être moins heureux que d'autres, pour des raisons, j'imagine, sociologiques, historiques, philosophiques. Donc on se sent toujours un peu plus malheureux que ne se sentent nos voisins. Donc on a tendance à plus critiquer, à voir ce qui va plus mal, etc. Donc ça, c'est un truc qui est vrai pour le service public ou pas pour le service public. Mais c'est vrai que, je veux dire que les gens aient le sentiment que le service public ne va pas, ne fonctionne pas, etc., c'est leur droit et leur devoir à la fois de râler, de nous le dire et d'exiger qu'on le change. C'est pas normal. Et je veux dire, on a tous autour de nous des personnes âgées qui sont restées des heures et des heures à l'hôpital sur un brancard sans être hydratées. Des tonnes de personnes qui se sortent... Enfin, bon, donc, le service public, bien sûr, qu'il a plein de défauts. Mais quand vous appelez l'assurance maladie et qu'elle vous fait patienter 5 minutes au téléphone, vous appelez votre opérateur téléphonique, c'est la même chose. Je veux dire, il vous fait patienter aussi. La probabilité pour que vous ayez quelqu'un qui parvienne à régler votre problème de forfait, elle n'est pas beaucoup plus élevée que la probabilité. Voilà. Donc, il faut se dire que voilà, donc on a effectivement un hôpital public qui ne va pas très bien, des soignants dont on a mesuré la satisfaction au travail et honnêtement, les résultats sont inquiétants. Donc, en fait, on a plein de signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte, on les prend extrêmement au sérieux.
dès qu'on a des remontées de patients, etc., on les intègre dans la réflexion. Mais moi, ce qui me déplaît et le combat que j'ai entrepris, alors un peu sur les réseaux sociaux, mais par ailleurs dans un certain nombre de débats, c'est en fait les gens qui se servent de ça pour dégommer gratos le service public. Et ça, vraiment, c'est tellement facile. La position de sniper, c'est la position la plus facile qui soit. Je veux dire, il y a un mort aux urgences, il y a un hôpital qui ferme, il y a un médecin qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé, etc. Évidemment, vous allez avoir des caméras sur le truc et vous avez toujours les 3 mêmes experts qui sont invités et qui vont dire « mais le système de santé va dans le mur ». Tout est catastrophique, etc. Et je pense que ça, c'est extrêmement anxiogène pour les gens et qu'on est dans un système de prophétie autoréalisatrice où, à force de se dire qu'on va pas bien, on a le sentiment qu'on va pas bien. Et je pense que ça, je sors un tout petit peu de mon rôle de neutralité, mais je pense que c'est dangereux aussi. Je veux dire, ces gens-là, ils ont aussi une responsabilité dans le fait que parmi les facteurs de montée du populisme, de l'extrême droite, etc., il y a le sentiment du recul des services publics. Un sentiment qui est parfois vrai. Il y a, et c'est hyper factuel, on est capable de le montrer dans certains territoires, des territoires qui sont fracturés, sur lesquels effectivement il y a eu des reculs de services publics, sur lesquels il y a une corrélation entre la densité de médecins et certains votes, etc. Mais cette corrélation, elle n'est pas non plus totalement exacte. Et donc, le fait de dire en permanence aux gens, en fait, vos services publics sont pourris, je pense que ça les entraîne aussi dans l'idée que leurs services publics sont pourris, et c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer, mais je pense qu'il faut qu'on s'améliore à fond. L'assurance maladie, elle a énormément de trucs à améliorer. Pareil pour l'allocation familiale, pareil pour l'éducation nationale, pareil pour la justice. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire, mais il faut qu'on se réjouisse et qu'on se mette un peu de positive thinking, parce qu'effectivement, on finit par croire qu'on habite le pire pays du monde et qu'il faut totalement changer de système parce que le système qu'on a, il ne convient pas. Et je pense que ça, c'est super dangereux. Je suis d'accord avec toi. Et pour ceux qui, en effet, font beaucoup de critiques dans leur fauteuil et agissent peu, j'aime bien parler du discours de Theodore Roosevelt à la Sorbonne au début du XXe siècle, qui s'appelait L'Homme. Alors, c'était un peu plus L'Homme dans l'arène, mais il y a celui qui sue et qui lutte et qui essaie de changer les choses. Et après, il y a ceux dans les gradins qui critiquent. Ouais. Et il vaut mieux être dans l'arène. Eh bien, je suis d'accord. Et donc, merci énormément d'être dans l'arène tous les jours, Marie. Eh ben, merci à toi aussi. Une question qui m'intéresse aussi est comment tu penses que la puissance publique peut travailler un peu mieux aussi avec le privé et comment le privé peut travailler aussi un peu mieux avec la puissance publique. Je pense que ça doit être une réciprocité. Nous, on est un acteur de la complémentaire santé, des services de prévention et des services de santé aussi. Est-ce que tu vois des points où il y aurait plus de collaboration possible ? Alors, il faut déjà bien réaliser ça. Je pense que je suis pas sûre que les Français le réalisent totalement, mais en fait, en France, on a un système, on parle beaucoup de l'hôpital public, mais en fait, on a un système qui est vraiment bicéphale, quoi, parce qu'en fait, les cliniques, elles tiennent une très grosse part de la partie établissement de santé, parce que tous les libéraux de santé, donc vous avez des centres de santé salariés, mais en fait, quand même, les soins en ville, c'est beaucoup des libéraux, donc des indépendants, donc du privé. Et donc, en fait, c'est une chance qu'on a en France d'avoir à la fois des acteurs de santé qui sont des acteurs du privé et des acteurs publics. Et tous les mecs qui expliquent qu'il faut faire soit tout l'un, soit tout l'autre, honnêtement, je pense qu'ils ont tort, hein, puisque à la fois pour les gens qui veulent s'engager comme soignants, le fait d'avoir la pluralité des possibles, je pense que c'est attractif de se dire qu'on peut un jour travailler comme salarié en EHPAD, le lendemain être à son compte, etc. Enfin, tout ça, ça offre des possibilités. Par ailleurs, ça permet aussi au système de répondre à des besoins différents. Parfois, il y a des endroits où on a besoin de productivité. À d'autres endroits, on a besoin de passer beaucoup de temps autour d'un patient parce qu'il y a un besoin attentionné, etc. Donc, je pense que le premier impératif, c'est de sortir un tout petit peu des discours tout faits, mais que les uns et les autres se renvoient à la figure entre l'hôpital public, l'hôpital privé, l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie complémentaire, etc. Honnêtement, on a de la chance en France d'avoir beaucoup d'acteurs et qui sont, je trouve, moi, très complémentaires. Alors, il y a des coûts de coordination, c'est certain, qu'on peut améliorer, mais globalement, on a de la chance d'avoir cette pluralité quand même d'acteurs qui travaillent ensemble et je trouve que ça fonctionne honnêtement pas si mal.
Là où je pense que nous, on a un travail vis-à-vis du privé, mais qui est du privé et qui est vis-à-vis des gens de manière générale. C'est-à-dire que l'assurance maladie comme institution, la CNAM notamment, parce que la CPAM, on voit à peu près le CPAM, bon, on peut y aller, mais la CNAM, c'est un espèce de bâtiment gris sur le périph'. On se dit, mais qui sont ces gens C'est ça que je te demande. On peut définir au début, parce que... Qui sont ces gens dans une boîte noire qui ne voient jamais personne, etc. Mais pareil pour le ministère. Et donc, je pense que cette perception-là, en fait, comme toute perception, on est toujours un peu responsable de l'image que l'on renvoie. Et donc, elle est aussi, je pense, liée au fait que on a insuffisamment parlé aux acteurs, quels qu'ils soient. Et donc, moi, j'encourage beaucoup, par exemple, mes collaborateurs à systématiquement recevoir les boîtes, les associations, etc., quand ils sont sollicités. C'est notre travail en tant que service public de recevoir les gens. Je veux dire, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fait. De s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'échanger, etc. Et donc, d'arriver à être beaucoup plus ouvert. Donc ça, je pense que c'est un effort qu'il faut qu'on fasse, y compris au niveau national. Quand quelqu'un vient frapper à notre porte, il faut qu'on s'organise pour pouvoir le recevoir. On est le service public, donc on est ouvert à tout le monde. Et je pense que de l'autre côté, à mon avis, un conseil, moi, pour les entreprises privées, c'est qu'on a effectivement un système de santé aujourd'hui qui est très largement solvabilisé par l'assurance maladie obligatoire. Mais il ne faut pas absolument chercher la solvabilisation par l'assurance maladie obligatoire. Autrement dit, on a une forme d'incompréhension entre plein de gens qui créent des business, etc., qui n'ont pas vocation à être remboursés par l'assurance maladie parce que ce n'est pas exactement de la santé avec de la preuve clinique, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça ne crée pas de la valeur. Ça veut juste dire que c'est autre chose. Et donc, nous, là-dessus, c'est intéressant qu'on puisse leur dire. Mais voilà, je pense que du côté des entreprises privées, alors évidemment, c'est très soumis à régulation la santé en France, mais voilà, il n'y a pas que l'assurance maladie qui dit oui ou qui dit non. Il y a plein de manières de proposer des offres en santé qui ne relèvent pas nécessairement de l'assurance maladie, etc., mais qui peuvent participer. Et puis un jour, si ces initiatives, elles créent de la valeur, de toute façon, une initiative, une entreprise qui crée de la valeur pour un patient ou pour un professionnel, il n'y a pas de raison qu'on finisse pas par s'y intéresser. Merci pour ça et merci pour ta vision extrêmement didactique des nuances, des objectifs, des contraintes et des complexités de notre système de santé en France, de tout le potentiel qu'il y a à continuer à l'améliorer, de toutes les initiatives que vous menez, de comment on peut le faire ensemble, collectivement en tant que société. Donc, je trouve qu'on a couvert énormément de terrain. Je t'en remercie de l'avoir fait avec, encore une fois, beaucoup de clarté, d'avoir approché ces sujets aussi de la télésanté, de la prévention, de la lutte contre les inégalités qui sont extrêmement importantes, comment apporter l'excellence à tous. J'aime beaucoup cette vision et cette mission. Si vous avez trouvé cette conversation aussi utile que moi, n'hésitez pas à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Il faut que le plus grand nombre comprenne notre puissance publique, comprenne les avantages de notre système de santé et ce qui s'y passe. Assurez-vous aussi de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous avons une liste incroyable d'invités qui arrivent pour continuer à réfléchir à comment on peut s'épanouir, vivre plus longtemps, mais aussi vivre mieux dès aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. Merci infiniment, Marguerite. Merci beaucoup pour votre invitation. Et à très bientôt.